Depuis que j'ai entendu François Pérusse faire ça, j'ai toujours eu envie d'essayer. Alors, ligne 2 sur une oreille, ligne 4 sur l'autre. 1, 2, 3, on se lance. Salut ma boutique jeux préférée. Salut Wof, je t'ai appelé juste pour te parler du partenariat de cette saison. Les jeux en te conviennent, ça va? Bah oui, écoute, tu nous dégotes à chaque fois un super jeu, bien radiophonique, c'est parfait. C'est vraiment grâce à toi qu'on joue à l'antenne à chaque émission. Cool. Et de ton côté, tout se passe bien? Oh bah ça va, je fais mon taf, hein. Je donne le nom et l'adresse de ta boutique en début de chaque émission. Tiens, une question comme ça. Tu donnes quelle adresse au fait pour la boutique? Celle en centre-ville, bien située. Oui, mais encore. Bah, celle rue Hoche, juste à côté de la mairie à Vannes. Ah ok, c'est bon. Pas du tout. Non, je veux dire avenue Clémenceau, place de la Liberté à Brest. Ah oui, c'est Quoi? mieux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, excuse-moi, c'est parce que je répondais à l'autre en fait. Ah d'accord. Quoi? Mais quel autre? Mais je suis pas ton unique partenaire? Ah ben merci hein. Allez, salut. Et ben voilà, je savais que ça allait péter un jour. Bon, ben le principal, c'est que si on joue à l'antenne cette saison, c'est grâce à non pas un, mais à 2 boutiques partenaires. Sortilège, rue Hoche à Vannes et Croque-Jeux, avenue Clémenceau à Brest. Alors, merci à eux et envoyez le générique. Tu veux jouer avec moi? Oh non, le je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures d'info ludique. 2 heures que vous passerez en notre compagnie. Une compagnie plutôt intimiste ce soir, puisque, une fois n'est pas coutume, ça nous arrive assez régulièrement en ce moment. Mais ça doit être la période, on va dire, c'est les maladies, hivernale. c'est les gastro, C'est c'est ça. les maladies, c'est les Non. épidémies. On est en plein dans les épidémies en ce moment. Oui, bah là, notre invité ne peut pas se présenter ce soir. Certains chroniqueurs ne peuvent pas se présenter ce soir, mais nous, on pense à vous, nous, on était valides et donc on s'est présenté. Pour vous accompagner, il y a bien sûr Yann. Bonsoir Alex. Bonsoir Yann. à tous. Donc, Ce soir, écoute, alors j'ai 2 choses à présenter, 2 choses à proposer. C'est une explication de Papy Winchester ouais. et un petit quiz sur les jeux de société. Je vais vous faire deviner à la Talmo n'est question pas là, pour un champion. Donc tu vas prendre la place de Talmo un petit peu. Exactement, j'en profite quand le Ok. chat n'est pas là, Ok. les souris dansent. On lui fait des gros bisous de là où il est, hein, s'il nous voit des toilettes. Il y a aussi Damien, ça va Damien? Ouais, ça va très bien. Ben moi, pareil, j'en profite quand les gens ne sont pas là. Je vais quand même faire le courrier des auditeurs parce que c'est pas forcément l'invité qui a fait réagir, mais le quiz de Talmo de la dernière fois sur les jeux vidéo, on a reçu du courrier. Il y a du mythe et il y a de l'urban legend à démonter ce soir. Hein. Eh bah très bien, mais vous le savez, avant d'avoir accès à toutes ces chroniques ici dans Des ludes et des plumes, on commence toutes les émissions par un jeu. Un jeu, on l'a dit avant le générique, qu'on a la chance de recevoir grâce à nos partenaires. Hein. Cette année, on a 2 partenaires, on a Sortilège à Vannes et Croque-Jeux à Brest. Le jeu auquel on va jouer ce soir, c'est Buzzerfucker. Alors je sais qu'il y en a certains qui se disent « mais ils l'ont déjà présenté il y a peu de temps », mais c'est tout simplement parce qu'on a eu un souci sur la vidéo et le jeu n'était pas présent en fait, on a dû couper. Donc on a décidé de le refaire pour pouvoir le mettre sur la page YouTube. Buzzerfucker, c'est un jeu de Fabien Bleuze, Yves Hirschfeld, hein, c'est les 2 compères qui ont fait notamment Ta gueule, ta bouche, Comment j'ai adopté un gnou ou un dragon. J'aime beaucoup ce que vous dites, enfin toute cette gamme de jeux. C'est illustré par Mathieu Claus, c'est édité par Le Droit de Perdre et donc distribué par BlackRock Éditions. On peut y jouer de 3 à 8 pour des parties rapides, vous allez voir, hein, nous on va jouer un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Et c'est à partir, ils disent de 14 ans parce que dedans il y a certains dés qui disent qu'on doit dire des gros mots. Voilà. Et puis aussi parce que C'est en vrai, un petit peu la patte de Fabien Bleuze et de Ivershield. Hein. ouais, C'est, tout à fait. voilà. Mais pour revenir à l'âge, en fait, j'ai découvert, on dit toujours, c'est parce que pour l'exportation aux États-Unis, c'est mieux, tout ça. Mais il y a plus que ça, c'est qu'en fait, à partir de 14 ans, c'est pas considéré comme un jeu, mais comme un jouet. Et il n'y a plus les mêmes normes à faire au niveau au niveau des contraintes de. Tu veux dire la taille des pièces? Non. C'est par rapport à plein de passages réglementaires, en fait, que les éditeurs payent à chaque fois. Et donc voilà, t'as pas les mêmes normes quand c'est un jeu ou un jouet, et à partir de 14 ans, ça passe en jouet et non plus en jeu. Ou et quelles sont les normes les plus avantageuses alors? Celles au-dessus ou en dessous de 14 ans? Celles en dessous, il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a beaucoup plus. Ok. Et voilà, pour un jeu comme ça, avec des dés et des boîtes en carton, on se doute qu'il n'y a pas besoin d'avoir accès à toutes ces normes. Alors, Buzzerfucker, c'est très simple, on a des dés.
On a une boîte. Dans la boîte, il y a des couleurs et une sonnette. On a un dé qui représente toutes ces couleurs. Un dé qui représente diverses choses qu'il va falloir... Des actions à réaliser. Exactement, on va nous dire quoi faire. Et des dés avec des lettres. Je jette tous les dés dans la boîte. Les dés avec les lettres vont se répartir sur certaines couleurs. Le dé couleur me dit « Attention, il va falloir aller piocher la lettre qui est dans cette couleur. » Si c'est par exemple la couleur bleue, eh bien là, il y a le dé avec la lettre S. Et le dé action nous dit quoi faire pour valider. Souvent, ça va être soit chanter une chanson, trouver une chanson qui commence par cette lettre-là. Faire du ping-pong, je trouve un mot simplement qui commence par cette lettre. Et vous trouvez d'autres mots dans la même thématique qui commencent avec les autres dés. On va pouvoir aussi, par exemple, dire des gros mots, je l'avais dit. Un gros mot qui commence par cette lettre-là. Faire du mime, donc il faut mimer quelque chose et puis nous, on doit deviner. Faire un bruitage, pareil, on doit deviner. Ou alors, simplement, il y a une face éclair qui est là, le buzzer, on buzz et c'est tout, on marque le point. Alors, les mains, c'était lesquelles? Je me souviens plus. Bruitage, c'est le mime. Okay. Les mains, c'est le mime. Très bien. Pardon, je dois dire qu'à la première partie, je m'étais bien rétamé parce que je me disais oh je peux préparer tous les missions et écouter d'une oreille. J'avais pas compris que c'était un jeu intello et là voilà j'ai bien écouté et je me rapproche en fait. Je vais pas me laisser faire avoir deux fois. Buzzer, tu vois. Ouais. Ça va, t'as le bras assez long, Damien? Ouais. Je connais du monde. Tu connais du monde. C'est le premier qui buzz qui peut faire sa proposition. Alors attention, on est parti. Ah bah là il n'y a pas de dé. Alors Yann, je t'ai mis le pion bleu, Damien je t'ai mis le pion orange et moi j'ai pris le pion blanc. D'accord. Attention. Tac. Alors, débile. T'as pas tapé. Donc c'est Damien qui a tapé. Oui, c'est Damien qui a tapé d'abord. Ouais, débile. Ouais. Énergumène avec le E. Rastaquaire avec le R. Toi, ouais. Détritus de chaussettes avec le D. Ouais, je valide pas vraiment détritus de chaussettes, mais t'as trouvé le premier mot, donc ça te fait avancer. Ouais. Tu vois, parce que ping-pong, 1, tu donnes le thème, tu avances d'un point. Moi, j'ai répondu, ensuite j'avance de 2, et après c'est Yann, lui, il avance de 3, parce qu'il a répondu juste après avec le troisième dé. Ah ouais, donc plus tu réponds tardivement, plus ça peut te rapporter des points. Mais si t'attends trop, les autres peuvent te faucher la place. Quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut répondre 2 fois d'affilée ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. D'affilée, pas au ping-pong. Pas ping-pong, au ping-pong. c'est... On répond chacun son tour. Chacun son tour. Faut attendre que les autres. Pas son tour, mais si je réponds, je suis obligé d'attendre que quelqu'un réponde. Ah, donc tu peux prendre. Oui, d'accord, ok. D'accord, je vois que tu as posé tous les dés sur ta tablette et qu'elle n'a pas réagi. Ce n'est pas une surface tactile. Non, c'est ça. C'est pas un relotier augmenté. Ouais. Vas-y, lance les dés. Donc si je lance trop fort, je peux casser ta tablette éventuellement. D'accord. C'est pour ça qu'on utilise la boîte. Hop. Violet, tac. Alors là, il faut faire un bruitage. C'est un serpent. Ouais. Je me suis pas embêté, c'était un S sur la case violette. Fais le son, un point, devine, 2 points. Voilà, hop. Non, tu n'es pas assez non, vif. Non, pas encore. Du tout, mais tu vas pouvoir te rattraper, c'est toi qui vas lancer. Mais il faut regarder la couleur, l'action. Alors en fait, il faut regarder la couleur retrouver. En premier, c'est ça. Bah oui. Alors, vous êtes prêts? Toujours. Donc en jaune, faire une chanson par un V, c'est c'est Alexis qui a buzzé en premier. Ouais, mais du coup, je l'ai plus. Avec son vol c'est Damien en deuxième. Viens, c'est une prière. Et là, est-ce que nous on enchaîne sur les autres lettres ou pas? Non, c'est fini. Non, par contre, si vous chantez avec moi, j'ai plus de points. Bah non. On peut chanter chacun l'un autre. Ah oui. Ok, bon. Donc, sur les chansons, de toute façon, je fais pas de points. Non, ça on sait. Si tu parles, t'as 1 point. Si tu chantes, j'ai chanté, t'as 2 points. Si les autres chantent avec toi, t'as 3 points. C'est trop bien. C'est bien. T'as vu comme par hasard, le truc où lui il marque, tout à l'heure, il a rien fait, il a marqué. Et donc moi, comme je t'ai gratté l'oreille, j'ai 4 points. Et là, quand c'est lui qui joue, nous on marque que dalle quoi. Et oui, il fallait chanter avec moi. Ouais, il fallait surtout lire la règle. Hein. Jaune, il faut mimer. Et en jaune... J'ai cliqué d'abord et... Un avion. Eh oui. Ah ouais. Tu l'avais pas l'avion, non? Si, mais comme j'y ai pensé sans le dire, est-ce que j'ai 4 points? Non. Dommage. Non. J'ai pas compris la règle encore. Ok, Damien. Ça me fait du bien d'avancer un petit peu là, ça me rassure. On arrête, il y a un score final. Oui, normalement on fait un tour. La ligne d'arrivée, c'est le bleu. Voilà. C'est le bleu, donc le premier arrivé au bleu a gagné. On n'a pas encore eu la phase gros mots. Yes, bah justement, gros mots en violet. Alors violet, il y en a pas. C'est moi. Ouais, c'est toi. Salope. Bah toi-même.
Bah, J'étais non, en mais- train d'expliquer aux gens. Alors, pour tout le monde, Yann a le syndrome Gilles de la Tourette. Ça lui arrive comme ça dans l'émission. Souvent, il Ouais, sent pas. mais j'ai Non, gagné un d'accord, point. T'as un point, ouais. Ok, je te laisse un point. Alors là c'est le dé de base avec ces actions-là. Il faut savoir qu'il y a 3 dés dans le jeu. Et donc, on va pouvoir jouer avec un autre dé, le dé détente, qui aura des actions en plus. Il faudra dire un truc ou quelque chose qui est gentil. Pointer quelque chose dans la pièce pour faire deviner aux autres. Ou trouver des rimes, comme le ping-pong, mais avec des rimes. D'accord. Tu vois, salope, technique, quoi. Salopette, Ça rime pas. mais, Et puis il y a un autre dé qui est le dé expert, où là il faut dire des trucs ou parler de quelqu'un de méchant, inventer des noms de meubles suédois et donner la définition à quoi il sert. Ah oui. Et séduction, faire un compliment et que la personne réponde. Ah, c'est Donc, de il y la a moyen. bienveillance aussi. Ouais, c'est ça. Qui c'est qui a lancé? Je crois que c'est moi. Non, c'est à toi de C'est à moi de lancer. C'est à toi de lancer, lancer maintenant, d'accord. Yann. Mais j'ai du mal à lancer et à réfléchir en même temps. ouais. Ah bah ça. C'est plus compliqué. S'il y avait que quand tu lances. Rouge, il n'y a personne en rouge, mais il faut juste buzzer. C'est bon, j'ai le point. Et on a Allez, tout cassé juste là. buzzer, là. Alors comme toi, tu vois, t'as jeté ton pion, Non. dans ces cas-là, t'es éliminé. Mais non, c'est un accident. Tu peux plus jouer, t'es mort. Je crois que j'étais là. Hein. Tu crois? Bah, on va dire que tu restes là. Bon, allez, un point, t'as C'est buzzé. injuste. Ça marche. Allez, on fait un dernier tour. Allez, d'accord. Cette fois-ci, on n'aide plus personne. Là, il faut faire un bruitage en bleu. Alors, j'ai fait le bruit, mais j'ai pas tapé, effectivement. Il y a un accent sur mon E. Et qui a fait le bruit alors? Bah, c'est lui, il a buzzé avant, donc il fait. C'est un éléphant. Non. Mais si! Non, Mais arrête! Un escargot. non plus. Bah, personne Ça n'a le ressemblait point. vachement au bruit de l'escargot. C'était Personne un- n'a le point, même pas lui. Ah bah, pourquoi Tant pis. j'ai pas le point si vous Bah donnez non, non, on a bah pas non. Si, deviné. c'était un éléphant. Ah. Je me suis dit, je vais les avoir comme ça, mais non, d'accord, oui, je me souviens, c'était un éléphant. Mais oui, on est d'accord. Ouais. À toi. Parce que moi j'ai bien reconnu. Moi j'ai connu un éléphant qui faisait ce bruit-là. C'est pour ça que ça me semblait bizarre que tu dises non. Alors, dans ma tête, je me dis couleur, logo Logo, ouais c'est ça. et lettres. Et lettres. Jaune buzzé. Ah non J'ai buzzé avant toi. Alors je pense qu'il faut faire logo d'abord. Ouais. Je suis d'accord. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Parce que si. Maintenant que tu le perds, ça me revient. Ah, gros mot en jaune. Foutre, toi. Face de foutre. Voilà. Ouais, non. Ouais, c'est qui mieux a que buzzé fichtre, c'est moi. Ouais, Fichtre, bah, toi. Hein, ouais. C'est foutre. Bon. hein. Non. C'est foutre. hein. Ouais, je Fichtre, sais c'est pas. plus une interjonction personnelle, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est plus un gros mot poli. Hein. Ouais. Que moi, c'était plus un gros mot pas poli. D'accord. Donc voilà. Alors voilà, et puis comme je disais, un peu agrémenté, il suffit de sortir un nouveau dé, de dire voilà, maintenant on change, on passe à telle version. C'est vraiment un jeu pour pas se prendre la tête, pour rigoler entre copains. Un jeu d'apéro. Un jeu d'apéro. Ou pas, hein. On peut y jouer aussi avec les plus jeunes. Je trouve que, alors c'est dit 14 ans hein, pour certaines normes, mais je trouve que vraiment, quand tu joues avec les enfants et quand ils ont ce droit-là, des fois, tu sens que c'est un peu comme un exutoire. C'est le côté. Et là, tu vois l'étendue de leurs connaissances que tu ne soupçonnais pas et de leur vocabulaire. Oui, je veux Tu bien vois. croire, oui. Mais voilà, c'est comme un petit bac où tu mets choses qui puent, cadeaux pourris. Ça leur permet de se libérer. Donc, Buzzer Ouais, Fucker. non, c'est bien, c'est un jeu éducatif. Ouais, dans la lignée de ce que savent faire Fabien Bleuze et Yves Hirschfeld. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Chez le droit Je de sais perdre. pas si c'est un compliment cette phrase ou s'il y a. Ah si, parce que moi dans j'adore. la lignée de ce qu'ils savent faire, quoi. C'est ni pire ni mieux, c'est exactement Ah, pareil. ça veut dire qu'on se fend la poire en fait. C'est Enfin, vrai, moi c'est toujours je me fends la poire avec ça. Je sais ce que j'ai devant moi au moment où j'y joue. Quoi. Non, mais voilà, ceux qui ne les aimaient pas n'aimeront pas celui-là non plus, c'est pas la peine. Si Si, Si parce vous qu'à chaque trouviez fois il y a ces une gens, petite subtilité quand même. détestables et fort mal fréquentables, n'y venez pas. Mais Pour ceux qui aiment, C'est Ah, ça. il est- Moi, si vous ne les aimez pas, c'est que vous avez très peu d'humour. Après, c'est Et un que des de jeux les toute plus façon, retors qu'ils aient fait. Hein. C'est quand même un des plus techniques. Hein. Donc voilà, Buzzer Fucker, un bon jeu de soirée. Il est temps de passer à la première pause musicale de l'émission. Tout à fait. Et pour ça, on va s'écouter Lord qui va nous chanter pour le jeu Buzzcut Season.
Vous êtes toujours dans Des Ludes et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, enregistrée en direct des studios de Plume FM dans le Morbihan pour ce live Facebook. Dans moins d'une minute va commencer l'interview de notre invité de ce soir. Si vous voulez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur Facebook et nous, on retransmettra vos questions en direct pendant l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur les invités à venir, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la page agenda du site www.deludes.com. Sur cet agenda, vous retrouverez le nom des invités et les dates des enregistrements à venir, mais également les différentes diffusions radio pour retrouver l'émission, et puis aussi les événements, les festivals sur lesquels l'équipe de Deludes se rendra, sur lesquels on pourra se rencontrer et discuter un peu. Voilà, vous savez tout, il est temps de repartir pour l'interview qui va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Et là, pour le coup, on vient d'écouter Lord pour la première pause musicale. On a bien joué dans Des Ludes. Et maintenant, on va en apprendre un peu plus sur nos invités. C'est l'heure de l'interview en studio. Toujours dans Des Ludes et des Plumes, on vient d'écouter la première pause musicale. Et là, comme on a commencé, nous, l'enregistrement de l'émission un petit peu plus tard, on change l'ordre préétabli. D'habitude, on a des chroniques et tout ça. Et c'est à la deuxième pause qu'on appelle l'invité. Mais ce soir, on l'appelle maintenant. On se dirige vers Clément. Clément qui fait partie de Gameflow au niveau de l'édition et qui a sorti notamment le livre Ma première aventure. Une aventure dont on est le héros pour les plus jeunes. Bonsoir Clément. Oui, bonsoir. Ça va, tu nous entends bien ? Ouais, ça va. Ouais. Donc oui, on vient vers toi pour avoir un petit peu des news par rapport à ces livres que vous avez édités, que vous avez sortis. Comment vous est venue l'idée déjà de vous dire on a envie de faire un livre, de raconter une histoire, de faire un livre dont on est le héros ? Alors c'est une idée de mon associé Roméo. Qui en fait à un moment s'est dit qu'il avait envie de créer pour sa nièce un objet un peu marrant, un peu custom, un peu rigolo, et il s'est dit tiens, je pourrais repartir des livres dont vous êtes le héros, mais lui adapter pour elle qui a à ce moment-là, elle avait eu 2 ans je crois, donc pour quand elle pourra écouter l'histoire, je m'y prends un peu en avance, et puis et voilà, et donc c'est comme ça qu'il a designé le premier livre Enquête du Dragon, qui à l'époque s'appelait pas du tout Enquête du Dragon spécialement, mais voilà, c'était quand même une histoire de dragon, c'était pas très loin de ce qu'on a maintenant, et voilà, donc il a imaginé ça, et puis quand il me l'a montré, je lui ai dit, mais en fait c'est une super idée ça, pourquoi on le ferait pas en fait, si ça n'existe pas, peut-être qu'on pourrait le faire nous-mêmes. Parce que oui, là vous avez eu l'intelligence, on va dire, de cibler un public qui, normalement, n'est pas la cible de ce genre de choses, puisque les livres dont on est le héros, nous, on les connaît, on les a découverts étant adolescents avec des aventures fantastiques. Et là, vous vous adressez à un public plus enfantin. Ouais, tout à fait. En fait, nous aussi, on avait découvert les romans dont vous êtes le héros quand on était jeunes. On avait beaucoup aimé, on en avait même écrit un avec Roméo quand on était en seconde. Et du coup là, il s'est dit tiens, c'est marrant, ça pourrait peut-être marcher pour les enfants, mais qu'est-ce qui pose problème? Et c'est comme ça qu'il a réfléchi à cette idée de couper les pages, de mettre des petits trous, voilà. De rajouter notamment des éléments, puisque l'originalité en plus de la tranche d'âge, c'est que quand on fait l'histoire, on peut choisir entre 3 personnages différents et que chaque personnage, au fur et à mesure de l'aventure, ne va pas forcément trouver les mêmes choses. On va trouver que ça soit des potions, des cordes, enfin des choses qui vont nous aider, et donc il y a moyen de refaire l'aventure de façon totalement différente à chaque fois. C'est ça, l'idée c'était de se dire, comme dans les livres dont vous êtes le héros, qu'est-ce qu'on aime? On aime avoir des choix, on aime pouvoir choisir, des fois c'est un personnage ou un objet initial qui customise un peu notre personnage. C'est aussi, nous on a fait aussi beaucoup de jeux de rôle, donc c'est un peu la même idée. Et puis ensuite, on aime bien que dans l'aventure on trouve des objets, on trouve des choses, mais comme c'est un livre pour les enfants, on va pas avoir une feuille de perso, on va pas... Mais il va falloir simplifier tout ça, et c'est comme ça qu'il a pensé au système de roues qui permettent de garder dans les coins du livre un peu
comme une note de ce qu'on a récupéré, de ce qu'on est. Ouais, c'est ça. C'est un peu notre feuille de perso, quoi. On a notre inventaire toujours à disposition au fur et à mesure. C'est quand même très très malin. En plus, le livre qui se divise en plusieurs chemins avec, comme tu disais, on tourne les pages, des mini-pages de paragraphes qui mènent à des grandes pages pour avoir plusieurs axes de lecture. Qui écrit les histoires ? Du coup, les 3 premières, c'est Roméo qui les a écrites. En tout cas, c'est lui qui a construit la trame. Après, on a travaillé ça tous les deux, entre autres sur le texte, parce que lui, il est pas forcément très lettré, comme il le dit lui souvent. Donc du coup, voilà, on a bossé tous les deux le texte. Après, on a aussi fait appel à d'autres gens qui étaient plus dans le monde. Par exemple, on a travaillé avec Mathilde Malburet, qui est l'auteur du 4e livre, oui. Mais qui, elle, est à la base, elle est prof, elle était prof en CP, et donc du coup, quand on lui a parlé du projet, elle nous a dit, si vous voulez de l'aide sur l'adaptation, on va dire, des mots, etc., pour que ce soit bien adapté à des enfants qui débutent la lecture, voilà, moi je peux vous aider. Donc voilà, elle a travaillé avec nous le texte des 3 premiers, et puis nous on lui a proposé si elle avait envie d'en écrire un, et c'est pour ça que le prochain qui sort, c'est elle qui est l'autrice ou l'auteur du livre. Voilà. Donc là on commence à avoir d'autres auteurs qui travaillent aussi à écrire ces histoires-là. Il y en a aussi un qui va sortir après, qui est sur une course automobile et qui est écrit par un auteur de Grenoble qui s'appelle Quentin Guidotti. Ce qui est plutôt bien, oui, j'allais dire, puisque ça vous permet du coup d'avoir accès à plus de scénarios et donc avoir une gamme qui va s'étoffer en vous déchargeant un petit peu une partie du travail. Ouais, clairement. Puis on a senti, il y avait des gens qui ont eu envie de participer à ça et qui avaient des idées. Quentin, il est venu avec une idée très inspirée de Mario Kart, voilà, nous on s'est dit c'est vrai que nous on n'aurait pas pensé c'est vrai que la course automobile c'est peut-être pas non, c'est pas le thème même si on a joué à ces jeux-là nous aussi, ça n'aurait pas été le thème auquel on aurait pensé intuitivement. Et puis finalement, en fait, quand il nous a présenté son synopsis, on a dit waouh, mais c'est cool quand même, ça se prête bien au format aussi, parce que nos livres sont des livres d'aventure, mais en gros souvent on va dire qu'ils sont il y a beaucoup de déplacements dans le livre, parce que forcément on va arriver à des choix successifs, donc il y a une notion un peu souvent, en tout cas dans tous ces premiers livres, de déplacement, et du coup c'était une manière de se déplacer pour une autre raison. C'était pas une aventure pour aller chercher quelque chose, on n'est pas en quête de quelque chose, on fait une course, on se déplace, mais c'est une course, quoi. Donc c'était assez intéressant comme approche. Et pour celui-ci, est-ce que il se joue toujours seul, ou est-ce que vous avez imaginé de pouvoir éventuellement faire ce type d'aventure jouable à plusieurs, comme on peut voir chez certains éditeurs ? Non, pour l'instant, on reste sur un livre qu'on lit soit seul, soit on considère déjà que c'est un peu un truc à faire à deux, parce que souvent, l'enfant sait pas lire. Donc en fait, on le fait à deux, un parent ou un enfant plus âgé qui lit à un plus petit. Mais c'est vrai que on pourrait essayer d'imaginer un concept de lecture à plusieurs, mais c'est peut-être compliqué, parce que du coup, s'il y a un enfant qui sait pas lire, on peut pas lui donner si vous pensez un peu au livre de Macaca, par exemple. Voilà, là, il y a chacun à son livre, donc il faut que tous les enfants sachent lire dans ce cas-là. Ou alors il faut un parent par enfant qui ne sait pas lire. C'est plus ça le même. Commence à mobiliser du monde. C'est ça, c'est plus la même histoire. Mais effectivement, chez moi, comme tu disais, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, soit je le lisais aux plus jeunes, ou alors l'une de mes grandes le lisait aussi à ses cousins cousines qui étaient plus petits et qui adoraient ce genre d'histoire en fait. Quand vous êtes dans l'écriture d'une histoire, est-ce que vous l'écrivez, est-ce que vous êtes vraiment dedans, ou est-ce que vous arrivez à écrire plusieurs histoires en même temps parce qu'il vous faut une petite récréation, par exemple, en disant j'abandonne un peu le dragon pour aller dans l'espace ou au fond de la mer? Alors les premiers, ils se sont faits de manière assez séquentielle en effet, c'est-à-dire que Roméo les écrivait les uns après les autres, mais pareil sur la direction artistique, parce que c'est lui qui le fait aussi, il avait besoin de pas trop jongler de l'un à l'autre, sinon il disait que son cerveau faisait des nœuds, c'était difficile. Mais là, sur les derniers, c'est vrai que là, on a lancé plusieurs livres un peu en parallèle parfois,
Aussi peut-être parce qu'il y a des auteurs extérieurs, ce qui nous permet de de leur donner des directives et de les lire régulièrement et de se dire ça va, ça s'améliore, ça il faut encore que ça bouge, voilà. Donc là sur les prochains, c'est vrai qu'on a fait un petit peu on a travaillé parfois un peu plus en parallèle, mais bon, c'est peut-être l'expérience qui rentre. Sûrement aussi à force effectivement de les faire. Vous mettez combien de temps pour écrire une histoire, enfin à peu de choses près en fait, à partir du moment où vous avez l'idée jusqu'à l'écriture finale. Jusqu'à la sortie. Ouais. Ouais, parce que du coup il y a pas mal de phases en fait, et c'est assez long. Hein. Nous on prévoit plus d'1 an pour travailler un livre, parce qu'en fait le gros morceau c'est l'illustration. Hein. C'est 5 à 6 mois d'illustration au moins. Parce qu'il y a 56 pages et que ça fait beaucoup de temps et d'aller-retour. Et donc souvent l'écriture, on a quelques mois en amont pour travailler ça avec l'auteur. En fait, on va d'abord fixer un synopsis, une sorte d'arbre des possibles, hein, d'arbre narratif, sans écrire tout le texte. Une fois qu'on a choisi, qu'on a bien designé cet arbre-là, en disant on va pouvoir passer par ici, par là, il y aura tel objet, il y aura tel personnage, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir une première phase d'écriture, puis ensuite les 6 mois d'illustration, et souvent on refait une phase d'écriture après l'illustration pour bien recaler le texte par rapport aux images. Donc ouais, moi je constate 1 an de travail, plus après le temps de production, mise sur le marché, tout ça. Donc, on est souvent, là on travaille sur ceux qui arriveront l'année prochaine, en 2021 déjà. D'accord, ouais, déjà. Alors tu disais que le plus gros temps était passé sur l'illustration justement. Est-ce que qui dessine les livres? Est-ce que c'est toujours la même personne ou est-ce que vous changez? Parce qu'on retrouve quand même une similitude. Non, on change parce qu'on avait envie dès le début d'aller chercher des styles différents, d'aller un peu au gré de nos envies et au gré des histoires aussi. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec un type d'illustration, avec un type d'univers. Voilà, le premier livre et le 3e ont été illustrés par la même personne qui s'appelle Arnaud Boutle, qui est un illustrateur de BD à la base, qu'on a rencontré à Grenoble dans un salon à Place aux Jeux à Grenoble, et du coup il est venu nous voir et à ce moment-là on cherchait un illustrateur pour ce livre. On s'est dit lui il a l'expérience des BD, du coup c'est aussi un illustrateur qui est capable de fournir le volume de travail qui représente d'illustrer un livre complet. C'est assez différent parce que nous on est quand même à la base un éditeur de jeux de société, donc on s'est bien rendu compte que c'était un travail d'illustration très différent par rapport à un jeu. Dans un jeu on a beaucoup moins d'illustrations, elles vont être beaucoup plus léchées, beaucoup plus travaillées individuellement. Là dans un livre avec 56 pages, ça va prendre du temps. On va devoir être un peu plus efficace, et puis du coup on est obligé de choisir aussi des styles qui nous permettent d'être un peu plus rapide dans l'exécution. Ouais. À moins de mettre 1 an et le double du budget. Mais bon, ça pour l'instant on n'était pas en mesure de le faire. On verra dans le futur, mais voilà. Donc du coup on a plusieurs illustrateurs. On a travaillé avec Jade Moche sur le 2e, sur l'Atlantide. Et puis là, un nouvel illustrateur qui s'appelle Thibaut Kreber, qui a pas trop illustré encore dans le monde du jeu. Mais voilà, ça nous a beaucoup plu ce qu'il a fait. Donc, voilà. Comme ça, c'est une patte neuve un petit peu qui arrive et qui va pouvoir faire ses preuves grâce à vous. Les livres de ma première aventure sont accessibles à partir de quel âge? À partir du moment, même si c'est nous qui lisons l'histoire aux plus jeunes, à partir de quoi? 3-4 ans, c'est accessible? C'est souvent ça qu'on dit sur les salons, 3-4 ans. Alors sur le livre, on a mis 4 ans pour être sûr que, à partir de 4 ans, normalement, tous les enfants y arrivent. Tous les enfants arrivent à le suivre à peu près. Hein, voilà. C'est juste que, en gros, nous, le vrai curseur pour savoir si l'enfant peut ou pas le lire, il faut voir s'il arrive à suivre une histoire de 15 minutes sans se déconcentrer. Voilà. Parce que la lecture, c'est 15 minutes. C'est pas plus compliqué à suivre qu'un autre livre. Donc là, c'est plutôt aux parents de juger. Et puis dans tous les cas, s'ils l'achètent à 3 ans et que l'enfant a un peu du mal, ils attendent
quelques mois et puis ça devrait passer. Oui, c'est ça, ça devrait arriver. Alors, c'était effectivement une idée que vous aviez eue sur quelque chose qui ne se faisait pas encore, enfin, sur un public qui n'était pas axé pour ce genre de choses. Est-ce que vous considérez que c'est plutôt réussi? Est-ce que le livre a rencontré son public? Ah bah oui, complètement, ouais, non, on est super contents. Il y a eu un gros emballement autour de la gamme, autour des différents titres. À chaque fois qu'ils sortent, on a beaucoup de... Ils sont attendus, on le sait, on a beaucoup de commentaires très bienveillants dans les salons, sur les réseaux sociaux, enfin un peu partout. Et puis les chiffres de vente sont aussi très bons, donc c'est super. Nous, on est vraiment ravis et je pense qu'on a trouvé une sorte de niche, ou en tout cas quelque chose qui n'existait pas. Et, tout à fait. Ouais. C'est une chance pour un éditeur de notre taille. Nous, ça nous a clairement sécurisé Gameflow. Sans ça, c'était assez difficile. Et là, c'est vrai que ça va. Ça nous permet d'avoir de la visibilité, de pouvoir se dire, on peut travailler déjà sur les livres 2020, puis les 2021. On peut déjà se projeter sans trop... Ouais, c'est ça, vous pouvez penser au futur sans crainte, de façon plutôt sereine. Ça, c'est une chance pour un éditeur, je pense. Et alors, on sait que vous devez aimer ça, en fait, le système de chemin croisé, de choses qui doivent se rabooter, parce que votre premier jeu, c'était Chimère, où déjà il fallait mettre plusieurs pièces d'animaux pour essayer de créer un animal imaginaire. Après, vous avez sorti Affinity, où là, c'est pareil, il fallait faire des phrases en prenant 3 morceaux de phrases pour essayer de découvrir des phrases en fonction des sentiments des gens. Vous aimez bien, en fait, les systèmes de puzzle ou de rabibochage dans les jeux? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. C'est marrant parce que c'est fait assez inconsciemment, je pense. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la génération automatique qui nous plaît bien. C'est particulièrement visible sur Affinity, quoi. Je pense que c'est le plus visible de cette mécanique qui nous plaît vraiment. C'est parce que là, on crée vraiment des phrases qui peuvent avoir plein de possibilités et plein d'interprétations différentes. Mais c'est vrai que clairement, quand on a créé Affinity, on s'est dit ça va être marrant, les gens ils vont tout de suite le rapprocher de Chimère qui est un peu un Affinity visuel. C'est ça. Et puis ma première aventure, quand on a vu nos découpages en 3 des pages, on s'est dit tiens, on va encore nous dire qu'on coupe les choses en 3. On coupe toujours en 3. C'est un peu C'était ça. Mais notre prochain jeu n'aura pas de découpage en 3. Justement, alors là tu embrayes sur ma prochaine question, parce que j'allais demander si vous aviez d'autres projets, des choses en cours à arriver. Oui, hormis les livres Ma Première Aventure, qui bien sûr on continue notre rythme de 2 par an, donc là un qui sort là à Cannes, puis un en fin d'année sur la course, comme je l'ai dit. La Cannes, c'est une histoire un peu africaine. Et sinon, on travaille sur un livre, sur un jeu justement, un jeu de société là, plus pour les enfants à partir de 5-6 ans. Alors il s'appelle D'Or Dragon d'Or. D'accord. C'est un jeu de Jean-Philippe Sahu, donc un des auteurs d'Affinity. Et là qu'il a fait tout seul, et puis ça nous a beaucoup plu quand il nous l'a présenté. C'est un jeu coopératif qui allie un peu mémoire et vitesse. Dans de la fouille, en fait, on va essayer de fouiller dans le trésor du dragon pour trouver des objets. Et il va falloir se souvenir de ce qu'on avait besoin, et puis surtout, on va devoir s'aider les uns les autres, parce que par exemple, il y en aura un qui va surveiller le dragon, et lui, il n'aura pas le droit de... du coup, il sera pas en train de fouiller, il sera en train de surveiller, donc il va falloir l'aider et trouver les objets qu'il cherche. Donc voilà. D'accord, et ça, il est en état d'avancement, il en est où ? Là, on a une première version prototype qui sera peut-être bien présentée à Cannes normalement, mais ce sera pas les graphismes définitifs. Donc là, en gros, on est en train de peaufiner la mécanique du jeu, même si elle est déjà bien avancée. On est en train de peaufiner des petites cartes de règles supplémentaires. D'accord. Et en fait, on commence à réfléchir à qui va illustrer. Donc l'idée, c'est que ça sorte soit en fin d'année, si on arrive à être rapide et dans les plannings qu'on s'est donnés, soit si on est un peu en retard, ça sortira peut-être en janvier 2021, quelque chose comme ça.
Ok, très bien. En tout cas, ça nous donne vraiment envie, même s'il y a plus longtemps à attendre, de passer vous voir à Cannes, entre la sortie du nouveau livre et peut-être potentiellement le test du proto, parce que c'est vrai que Chimère nous avait bien plu et Affinity, on y a joué en direct dans l'émission, donc c'est des jeux qu'on a bien appréciés. Et donc voilà, donc Gameflow, généralement, c'est quelque chose qui pour l'instant ne nous a pas encore déçus. Donc, j'espère que ça va pas arriver du coup. Bah ouais, c'est ça. Donc on vous attend au tournant, on va passer vous voir et on vous dira attention. Merci beaucoup Clément d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Passe le bonjour à Roméo qui n'était pas parmi nous mais qui est ton comparse. Et je te souhaite une très bonne fin de soirée, on espère à l'écoute de l'émission. Et merci beaucoup et puis à Cannes alors. À Cannes, oui, tout à fait. Merci. Allez, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Effectivement, on l'a dit, un vrai travail de fourni et une vraie niche de trouver, parce que les livres dont on est le héros pour enfants, c'est quelque chose que, quand il a été annoncé, était assez innovant. Et on s'est dit, est-ce que ça va marcher? Mais comme il le dit, le fait que les aventures soient courtes, en un quart d'heure, c'est fait. Le fait que les aventures se renouvellent, c'est-à-dire que l'on prenne tel personnage ou tel autre, puisqu'il y en a 3 différents, on aura des cheminements complètement différents, mais toujours une possibilité d'aller au fond de l'histoire, de l'emporter. Donc ça crée du renouveau et ça marche vraiment bien. Les enfants s'identifient facilement, les dessins sont classiques, donc ils voient clairement l'histoire. Enfin, moi vraiment, je le conseille à tous ceux qui ont des petits. Moi, je pense que ça va même un peu plus loin, parce que quand on est dans l'apprentissage de la lecture, ça peut être vachement motivant, ce genre de livre, parce que c'est quand même facilement accessible. Tout à fait. Et puis du coup, il y a l'intérêt de l'aventure que l'on va vivre. Donc je pense que vers 6-7 ans, à mon avis, c'est parfait, quoi. Mais c'est ça, de vouloir se lancer dedans tout seul, comme tu disais, un petit peu la carotte, de dire tiens, quand tu sauras lire, tu pourras la vivre, ton aventure. Et ça marche très très bien. Enfin, moi, je vois chez moi, ça a tout de suite pris. Tout de suite adhéré. Ouais, tout de suite adhéré, puisqu'il y a 3 ans, la plus petite avait 4 ans. Ses sœurs lui lisaient, et petit à petit, elle a voulu les lire elle-même pour pouvoir les lire à ses cousins, cousines. Donc non, vraiment, c'est... Et puis, ça fait partie de ce genre de jeu où on se dit... On parlait de jeux à usage unique, un petit peu, tous les jeux à scénario. Mais en fait, alors déjà, les enfants ont cette faculté de pouvoir refaire 800 fois la même histoire sans broncher, comme pouvoir regarder 800 fois le même épisode ou le même dessin animé. Et là, en plus, en le laissant un petit peu de côté, ils redécouvrent cette histoire. Donc, non, vraiment, ma première aventure, à partir de 4 ans, mais jusqu'à très tard, on y prend plaisir. Alors Yann, je t'entends tousser, et pourtant c'est le moment de ton quiz, toi qui voulais prendre la place de Talmo ce soir. Ah, c'est maintenant. Donc oui, ça va être maintenant. Est-ce que tu t'en sens capable? Est-ce que vous vous sentez prêt? Nous, toujours. Cet après-midi, dans les locaux de la radio. Bon les gars, faut faire un jingle à Talmo, mais à la hauteur de ses rubriques, bien écrite, intelligente, documentée, et pour une fois, vendez-moi du rêve. Je veux me croire sur Arte. Allez, attention, action. Tu as la question? Qu'écoutais-je? Tu as la réponse? Qu'entendis-je? Tu as le mot? Couis-je? Tu as le mot? Couis-je? T'as le mot? Quiz? T'as le mot? Quiz? Attention, la consommation régulière de LSD et d'alcool artisanal peuvent entraîner des situations gênantes. Si vous en êtes témoin, n'intervenez pas. Enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça, on pourra toujours en faire un jingle. Et voilà, ce soir, ce ne sera pas Talmo, mais ce sera moi. Je viens, je le remplace gentiment, parce que ce soir, il était complètement indisponible, bloqué, on va dire. Indisposé, c'est ça. C'est-à-dire, le jingle de Talmo, il faut le dire, c'est comme les imprimantes Epson qui ont ce problème pendant des années. Si tu les fais pas tourner, les cartouches sèchent. Lui, c'est pareil. Si on le diffuse pas de temps en temps, le jingle grippe dans les coins et voilà. Donc on est obligé de le rediffuser, même si c'est pas Talmo qui présente des quiz. C'est ça. Donc je vais essayer de faire aussi bien que lui, mais je pense qu'il va me manquer un petit peu de travail encore et d'expérience. Mais bon, on est parti. Ça se saurait. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on va tenter. Alors, le premier jeu. Est-ce qu'on peut ressortir le buzzer Ah oui, je vais vous faire deviner un jeu de cartes évolutif ayant pour thème le développement de civilisations autour de merveilles. Il utilise une technique de construction où chaque
Seven Wonders. Bravo. Bien. Bravo. Tu vois, c'est assez... Merveille, c'était un gros indice. Oui, bah là, oui. Ouais. Mais bon, il me semblait intéressant. Le nom me revenait plus. Alors, j'en ai un deuxième. Qui va être facile, je pense. Seven Wonders. Ah, non, c'est pas aussi facile. Bernard Lavilliers. Alors, c'est produit et mince. diffusé en France par Asmodée. L'univers du jeu se Ouais, passe déjà, ça en élimine pas mal. 1634. La guerre de l'époque entre les différentes peuplades d'humains crée un portail vers les enfers et les occidentaux. 1634. Non. Claustrophobia. Bah oui, claustrophobia, c'est bravo. 134. Ah là là, t'es trop Oui. fort. Je me Trop souviens fort. du jingle. Claustrophobia. Alors, attends, j'en ai encore un autre. Ça y est, je l'ai. Alors, je suis un jeu de société créé par l'américain Alan B. Calamer. Un jeu de simulation historique. Et un jeu de négociation ayant comme thème l'Europe au début du XXe Parce siècle. que comme titre, l'Europe au début du XXe siècle. Alors, je peux réunir idéalement 7 joueurs. Moi, je l'ai, mais j'attends de voir si Damien diverses l'a, adaptations permettent de jouer à 2, à 6 ou au-delà de 7. Chacun Tout à des fait. participants contrôle les forces militaires de l'une des 7 grandes puissances. Mm. Dedans, on va retrouver l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, la Russie et la Turquie. Risque. Au gré des négociations, les joueurs forgent ou brisent des alliances, puis donnent des ordres à leurs unités militaires. Axis and Allies. Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'un pays contrôle plus de la moitié du continent. Civilisation, édition Europe. Non. C'est pas Alliés et Axe, enfin Axis and Allies, c'est pas ça? Non, c'est pas celui-là. À sa sortie dans les années à sa sortie à la fin des années 1950, il a eu un retentissement considérable dans le monde du jeu. La bonne paye. Il est le premier jeu de société se jouant au-delà de 2 joueurs à ne pas laisser de place au hasard une fois les rôles attribués. Ah oui, qui se fait par correspondance aussi. Qui s'est Alors. fait un temps par correspondance aussi, enfin que tu peux. Ah oui, le truc qui dure des heures, là, des jours, des semaines, des mois. Oui, ben enfin voilà. C'est aussi l'un des premiers jeux où chaque joueur joue de manière simultanée et l'un des premiers jeux de négociation. Le jeu s'est répandu dans le monde entier. Cependant, la durée de chaque partie et le nombre de joueurs requiert un probable requis. C'est un truc de nombre de joueurs requis ont ou- probablement freiné son succès et limité la popularité du jeu, mais qui est quand même bien connu ce jeu. Alors là, je suis. Alors je suis. La première lettre. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que ça commence par un D? Diplomatie. Voilà, c'est diplomatie. Ouais, bravo. diplomatie. J'ai Bravo. dit démocratie. Alors, on en a fait 3. Oui. Il m'en reste 2. Il en reste 29. Il valait 2 points celui-là. Alors, non, il doit m'en rester peut-être plus. Alors, Attention, il y a peut-être le jeu que tu vas présenter ce soir aussi. Attention. Parmi tes fiches. C'est ça, il y a peut-être sa chronique. C'est un jeu de société. Alors, celui-là, il va être facile à trouver. Parce que Créé les autres- par Matt Leacock. Pandémie. Bravo. Bravo. Dis donc, tu es fort, Damien. Il n'y a Impressionnant. surtout pas accès avec Leacock, alors. C'est un petit avantage. Alors, j'en ai encore 2 autres à vous proposer. Il y en a un facile et un beaucoup plus difficile. Ah, pour l'instant, on est à égalité. Ouais. On va dire que Excusez-moi celui qui pour trouve la le toux, dis facile, donc c'est vraiment pour le cette fun. saison en ce moment, hein, les épidémies là, ouais, c'est dans le thème. Pandémie Legacy. Alors là, je vais vous parler d'un jeu allemand, Ouais. un jeu de Il y société en a un paquet Carcassonne. aussi. de Klaus Teuber, Oui, il est édité facile. en France en 1995 par Descartes, puis par Tilsit et repris par Philosophia. Eh ben, Il s'agit d'un jeu qui, depuis Carcassonne. cette date, a le plus contribué à faire connaître les jeux à l'allemande dans le reste du monde. Il a été traduit de sa version originale allemande vers de nombreuses langues, anglais, catalan, danois, espagnol, et la liste est longue. Son succès peut s'expliquer par la simplicité de ses règles, alliée à une réelle profondeur tactique et stratégique, ainsi qu'à une dimension conviviale apportée par le principe des échanges de ressources. Agricola. Non, les colons de Catane. Les colons de Catane, Ah, bravo Alex. Donc vous êtes à combien là? 18 pour moi, je crois, Ouais, et, Et moins 5 5 pour Damien. Moins 5. C'est la même femme qui m'a expliqué les règles de Lewis et Clark qui C'est m'a ça. expliqué les règles du quiz. Je suis à moins 5 en fait. Bon, alors j'en ai un, il va vous les partager, on va dire que celui-là c'est qui tout double. Ouais, parce que Ok. le facile, il était trop facile. Alors, c'est un jeu de société de hasard raisonné pour 2 C'est joueurs. l'auteur. C'est l'auteur, c'est Hazard Raisonné. Je n'ai pas d'auteur sur ce jeu-là. Il n'y a Hmm. pas d'auteur. Qui se joue avec des dés sur un tablier semblable à celui du backgammon. Il appartient à la famille des jeux de table. 421. Ceux de ce type-là, tu vois, par exemple. C'était ma Ouais, mais réponse, sur hein. le sur Mais le c'est pas ça. sur le plateau du backgammon, c'est ça?
Tout à fait, ça joue sur le plateau du backgammon. Son intérêt ludique réside dans les multiples combinaisons, dans l'importance des prises de décision et dans ses règles très abouties. Je pense que vous ne savez pas y jouer et que moi non plus. Mais on t'emmerde. Il demande une attention permanente de la part toc. des joueurs, que ce soit ou non à leur tour de jouer. Son vocabulaire très riche et qui peut paraître désuet à ceux qui ne pratiquent pas le jeu se retrouve fréquemment dans les littératures françaises. Le but du jeu n'est pas de sortir ses dames le plus rapidement possible, contrairement au jaquet ou au backgammon, mais de marquer un maximum de points. Les parties se terminent le plus souvent avant que toutes les dames ne soient sorties. Les échecs stellaires. Je suis aussi le nom d'un célèbre site ludique. Trick Track. Exactement, c'est ça. Bien. Mais Le oui. Trick Track, Le Trick qui donc Track. aujourd'hui est le nom d'un plus presque connu pour le nom du site et du média ludique que pour le jeu auquel il est En fait, t'as été trop rapide l'origine. parce que j'allais le dire. Je connaissais le jeu par cœur. J'en ai encore fait une partie hier. Et ça nous a pris des heures et des heures. Donc voilà, c'était une petite improvisation en hommage à Talmo. J'espère que ça vous a plu. Bah écoute, Et je remercie grandement quand même Wikipédia pour son aide lors de la rédaction de ce quiz. merci à toi Yann, c'était plaisant. Si Talmo nous regarde ou s'il a la force de nous envoyer un petit mot qui nous dise ce qu'il en a pensé ou s'il a trouvé quelques noms, hein. On a notamment dans les gens qui commentent sur Facebook des gens qui avaient trouvé, hein, puisque Oui, je vois Léo que, ouais, avait trouvé Léo a Call trouvé Catan. Catan. Moi, je vois qu'on a échangé les rôles. C'est plus Talmo, c'est Yann qui présente. Par contre, le lèche-cul qui a révisé, c'est toujours le même. Hein. Personnellement, personne m'a filé les réponses. Hein. C'est voilà, toujours Alexis qui. C'est ça. Bah moi, il m'envoie tout d'abord. Quoi. Bah, je suis obligé de faire valider avant, oui. tu vois, Bah oui. c'est normal. Oui. Sinon, Bah j'annule oui. l'émission. De toute façon, si j'ai pas les questions, je dis bah je suis malade. Sinon, il aurait fait l'émission presque tout seul ce soir. C'est ça. Voilà, les boules. Et ben moi, rapidement, avant la pause musicale, je vais vous présenter non pas une BD ce soir, mais un manga en 2 volumes, ce qui est plutôt rapide, Plutôt rare. plutôt rare, parce que généralement il y a des séries qui s'étalent sur très très longtemps. Mais là, ça se suffit, ça s'appelle Dédale. Et en fait, Dédale, c'est l'histoire de 2 étudiantes, Reika et Yoko, qui se réveillent, on va dire, dans un lieu totalement étrange. C'est une espèce d'appartement. Et ça m'a fait penser à tous ces escape games, en fait, puisque elles ne savent pas où elles sont, elles ne savent pas comment sortir de là. Chaque fois qu'elles passent une porte, ça les mène vers un endroit qui ne devrait pas être là. Et donc, elles vont devoir apprendre à faire en fonction de leur habitat, de tout l'urbanisme, on va dire. Tout ce qu'elles savent, c'est qu'elles se connaissent puisqu'elles étaient étudiantes, mais elles travaillaient au même endroit. Elles étaient testeuses de jeux vidéo. Le but, c'était de trouver les bugs dans les jeux vidéo. Elles trouvent un petit mot écrit par un créateur de jeu. Elles se disent, mais est-ce qu'on est dans un jeu vidéo ? Que se passe-t-il ? Et donc voilà, en 2 tomes, il va falloir trouver où elles sont, ce qu'elles ont à y faire, comment sortir de là. Le lecteur participe ? Non, on découvre au fur et à mesure. découvre au fur et à mesure. On les accompagne. Mais c'est vraiment... le graphisme est vraiment soigné. Et c'est vraiment haletant dans le sens où en fait, on découvre en même temps qu'elles, puisqu'elles se réveillent, elles sont comme nous, comme si nous, on était amnésiques, hein, puisqu'on ne sait pas où elles sont et elles non plus. Et donc, tout ce qu'elles découvrent, on le découvre en même temps qu'elles. Donc, on apprend les choses en même temps qu'elles. Les décisions qu'elles prennent sont très logiques. Et donc voilà, c'est vraiment l'introduction plaisant. d'un jeu de rôle, un peu l'introduction de l'histoire. Ouais, mais c'est, complètement, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, j'en parle, parce que ça peut laisser, pour ceux qui font du jeu de rôle, ça peut donner un petit côté scénario. Pour ceux qui aiment les escape games, on est comme elles, on va essayer de trouver la sortie ou trouver ce qu'il en est. Si on aime les BD, les mangas, je vous dis, les dessins sont jolis. Puis pour une fois, effectivement, comme tu l'as fait remarquer, c'est un manga en 2 tomes. Donc c'est plutôt rare, quoi. Oui. C'est édité par Kiun et il faut vraiment pas hésiter parce que c'est très très bon. C'est quoi comme public ? C'est tout public ou C'est on tout, est un tout petit public. peu dans... Non, c'est plutôt ado parce que ado adulte. Il n'y a pas de violence gratuite, il n'y a pas de nudité, mais il y a des morts très trash, mais ils l'ont cherché. Ouais, c'est pas ça, de la c'est violence pas gratuit. gratuite. Non, tu sens que le mec il titille quoi. Non, c'est il a voulu. vraiment,
c'est vraiment adapté. Et voilà. Et puis tu es avec elle, dans l'histoire, comme je te dis, comme chaque porte mène pas forcément au même endroit ou ne ramène pas au même endroit, tu as toujours cette crainte lorsqu'elles se quittent, s'il y en a une qui passe la porte, est-ce que l'autre va pouvoir la suivre, est-ce qu'elles vont être ensemble. C'est très frais, ça se lit vraiment très facilement. Et il y a une vraie fin aussi. Parce que en 2 tomes, généralement, tu le fais pour que ce soit fini. Quand tu es à 27 tomes et que l'éditeur il en a marre parce que ça se vend plus, la fin est bâclée. Ouais, mais même il y en a certains en 2 tomes ou des fois, c'est un peu le reproche que moi je fais dans le monde du manga, c'est que souvent l'histoire est très haletante et la fin, tu sens qu'elle a été faite avec les pieds en disant bon allez, on vous a bien tenu en haleine et puis voilà l'explication, c'est ça et ça tombe un peu comme un soufflet. Et tu te dis merde. Mais là non, là il y a une vraie fin, c'est très très plaisant. Donc je vous le rappelle, ça s'appelle Dédale. Voilà, ça va pas vous ruiner, c'est en 2 tomes. Chacun faisant 6000 pages. C'est ça, et coûtant donc 6 000 €. Et en fait, je trouve que c'est très actuel quand même comme inspiration, les escape games. On en retrouve aujourd'hui, là encore cet après-midi ou ce matin, je suis tombé sur une série débile française de télé et il y avait une scène où ils testaient un escape game par exemple, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est quand même vachement on en haut du projecteur. Ouais, on en trouve quand même beaucoup parce que tu vois ici à la radio, on sait qu'on met en avant le galop à Plume FM. Et là par exemple au niveau de la région, il y a le mois du galop qui arrive. Et ben il y a une escape game qui a été créée exprès en galop pour les Galaisans. Et tu te dis que bah voilà, même pour un public de niche, on va dire, et ben on reprend cette mécanique, cette thématique et on la met en avant. C'est vraiment c'est on va dire l'effet de mode du moment, quoi. La nouvelle animation depuis qui buzz. quelques années, mais oui, mais là justement on revient dans des mangas et on revient quand même dans le pays d'origine des escape games, le Japon, et tu sens que voilà, t'as beau développer des escapes, tu sens que c'est eux qui les ont créés et qui sont là l'autre fois ils en parlaient à la télé, il y en a un qui est sorti, le mec entre dans une malle au Japon, il sort, il est au Liban. Ça, c'est exprès pour Raphaël. Dédicace pour toi, notre caméraman. Tu voulais que j'en parle. En tout cas, il est l'heure maintenant moyens, quoi. de retrouver la deuxième pause musicale de l'émission. Absolument. Et pour ça, on va aller écouter Calogero qui va nous chanter 1987. Car notre invité du téléphone ainsi que Calogero, peut-être qu'ils se connaissent car tous les deux viennent de Grenoble. Toujours dans Des Ludes et des Plumes, on est à peu près à la moitié de l'émission, c'est l'heure de notre deuxième cache-écran. Mais au fait, un cache-écran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en radio, c'est un élément sonore qui vient masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez une grande radio nationale et puis d'un coup, vous entendez une publicité pour le magasin en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur qui habite à l'autre bout de la France. Lui, à la place, il aura une pub pour le magasin en bas de chez lui ou une chanson, pourquoi pas. C'est ça, un cache-écran. On va masquer un élément sonore sur une station qui ne nous concerne pas, sur un décrochage local pour se différencier du programme national. Nous, on triche un petit peu, on s'en sert dans ce live Facebook pour masquer les chansons que vous entendrez à la place de ma voix si vous écoutez l'émission à la radio, mais comme on n'a pas les droits d'auteur sur internet et pour ne pas se faire couper le direct, eh bien à la place on diffuse ce cache-écran. Ça permet aux animateurs et aux invités de souffler un peu et de revenir dans 5, 4, 3, 2, 1... Et c'était Calogero qui nous a chanté 1987. Vous écoutez Des Ludes et des Plumes, La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Déjà la moitié de l'émission. L'heure de retrouver notre invité téléphonique. Tout à fait, ça y est, après la deuxième pause musicale, on est à la moitié de l'émission et c'est le moment où on va faire quelques chroniques, quelques reviews de jeux. On profite quand les invités ne sont pas là. C'est du temps pour nous et c'est du temps pour mettre en avant des jeux qui nous ont plu et qu'on voudrait vous présenter. Et notamment, moi, il y en a un dont je voulais vous parler ce soir. Investissez dans Des Ludes, parce que les émissions de demain se décident aujourd'hui. Pour sa 10e saison 2021-2022, DLDP ouvre son capital et vous permet de devenir actionnaire d'un jingle. Imaginez votre produit présenté dans une petite scénette hilarante ou tout simplement informative et de suite après, votre jeu présenté par Alexis. Attention, présentation non contractuelle donnée à titre d'exemple basée sur un jeu réellement présenté par Alexis ce soir lors de la 8e saison en 2020. Tout à fait. Et ce soir, moi, je vais vous parler du jeu Hadara.
Alors Adara, c'est un jeu de Benjamin Schwer qui lui a déjà sorti des jeux comme par exemple Yeti ou Les Héros de Cascaria. C'est illustré par Dominique Meyer qui lui a illustré des jeux comme Flows, The Artemis Project ou Transatlantic. Édité par Z-Man Games, donc distribué par Asmodée. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'à peu près 1 heure. Alors déjà, son premier point fort, c'est, on l'a dit, d'être jouable jusqu'à 5 joueurs. Ce qui n'est pas... le cas de tous les jeux, et on en parlait justement ce week-end. Souvent, on se retrouve un petit peu plus de 4 et on se dit mince, on va être obligé de faire 2 tables ou de faire autrement. Donc, pensez à faire des jeux jouables à un peu plus de joueurs. Ça, c'est une bonne idée. Le matériel dans Adara est quand même assez beau. On a chacun notre plateau joueur à l'emblème avec notre totem animal. Donc qui a beaucoup d'informations dessus et pourtant qui se lit très facilement. Et on a au milieu, on va avoir un gros plateau de jeu modulable puisqu'on va assembler les pièces façon puzzle et donc on peut les assembler de l'ordre que l'on veut, et ce qui fait que chaque partie peut être différente. Sur ces plateaux modulables, on va retrouver 5 couleurs, du jaune, du vert, du rouge, du violet et du bleu, qui représentent en fait les 5 aspects de notre civilisation qu'on va devoir construire, puisque le but du jeu, ça va se jouer en 3 phases, en 3 âges, et à chaque fois on va piocher des cartes qui vont venir alimenter notre civilisation. On va jouer sur l'agriculture, sur notre monnaie, le jaune c'est l'or, le vert c'est l'agriculture, la force armée avec le rouge, notre population avec le vert, ou les innovations, le côté technique avec le violet. Le principe est très très simple. On a donc des tas de couleurs. À l'âge 1, on va avoir des tas de cartes bleues sur l'icône bleue, des cartes violettes sur l'icône violette, etc., etc. Je commence par piocher 2 cartes de la couleur, d'une couleur prédéfinie par mon icône, puisque j'ai une petite roue qui va déterminer l'ordre de jeu. Si je suis le singe et que le singe est sur le rouge, je vais piocher les cartes rouges et mes adversaires piocheront les cartes de la couleur d'à côté. J'en pioche 2, j'en garde une pour ma civilisation et j'en remets une qui sera disponible plus tard pour tout le monde. Une fois que tout le monde a fait ça sur l'ensemble des couleurs, je vais me retrouver donc forcément avec 5 cartes pour les 5 couleurs et il y aura à chaque fois 5 cartes disponibles, enfin un nombre de cartes prédéfinies au début. Si la carte ne m'intéresse pas, je peux m'en défausser pour gagner de l'argent, puisque toutes les cartes que je vais acquérir vont devoir s'acheter. Et à un moment donné, je n'aurai pas forcément assez de sous pour en faire l'acquisition. Donc il va falloir jongler comme ça entre la carte m'intéresse, est-ce que je peux la payer, est-ce que je m'en défausse pour gagner des sous pour réussir à acheter celle qui va arriver. Toujours est-il que lorsque tous les choix sont faits, quand tout le monde a fait son acquisition, on va passer ensuite à la phase 2. Donc l'acquisition n'est pas anodine, puisque sur chaque carte, on va avoir des icônes. Par exemple, si je prends une carte bleue, je vais peut-être avoir une icône verte marquée 3 avec une icône jaune marquée 2. Et bien sur mon plateau individuel, je vais pouvoir déplacer mon jeton vert de 3 cases et mon jeton jaune de 2 cases. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir augmenter à chaque fois mon agriculture, ma population, mon armée ou mon or. Lorsque tout est fait, on a une phase de revenu. Suivant là où on est en or, on va gagner des sous. On a une phase de colonisation, on va dire. On a des cartes colonies qui nécessitent d'avoir atteint un certain quota d'armée. Donc si on te dit, si ton jeton armée est à 5, tu peux avoir accès à ces cartes-là. Et là, pareil, les cartes colonies, soit je les colonise, donc soit je les pille pour gagner des sous, soit j'en fais des alliés. Ça me coûte un peu d'argent, mais ça m'apporte d'autres bonus. Et puis une phase population où je vais pouvoir regarder si ma population a aussi atteint un certain quota qui va me permettre d'accéder à des points de victoire pour la fin. Donc je fais une première partie en résolvant tout ça. Ensuite la deuxième phase, toutes ces cartes que nous n'avons pas gardées mais que nous avons mis au milieu pour tout le monde, eh bien on va pouvoir aller chercher celle qui nous intéresse en disant bah là par contre je suis intéressé par la bleue, je la prends, à toi la violette, alors toujours en payant, donc il faut bien gérer son argent, ou en se disant bah la rouge là je peux pas l'acheter mais je vais la défausser, elle va me rapporter de la thune et lui il pourra pas la prendre. Oui, il peut y en avoir plusieurs par couleur en fait. Exactement, bah, toutes celles que moi j'aurais laissées, si on joue à 3, moi j'aurais laissé une carte bleue, toi aussi et Yann aussi, donc il y aura forcément 3 cartes bleues potentiellement achetables ou jetables, mais
pareil, une fois que le plateau est vide, on refait une session de ressources, colonisation, population. Et là, à la fin du deuxième tour, il va falloir nourrir toutes ces cartes. C'est-à-dire que si j'ai 6 cartes, il faut que j'ai au moins 6 en agriculture. Sinon, je devrais en brûler certaines parce qu'elles ne pourront pas manger. C'est bien comme principe. Oui, hein. Ouais, je brûle, je vous brûle. Je peux pas vous nourrir, je vous brûle. Bon, on va se débrouiller. Non, je vous brûle. Le petit twist. Ça va nourrir les autres. C'est ma faute. J'ai mal calculé, autant pour moi. Le petit twist sympa, on retrouve un petit côté Splendor aussi, c'est que les cartes, plus on va en avoir, et moins elles seront chères. Si j'ai une carte bleue qui coûte 5, si j'ai déjà 2 cartes bleues, elle ne me coûtera que 3. Donc ça va me pousser à investir plus dans une couleur au détriment d'une autre. De toute façon, je ne pourrais pas être partout puisque j'aurais pas assez de sous et assez de temps matériellement pour m'étendre partout. Donc il va falloir faire des choix et des priorités. Tout dépend. Tout dépend de ta stratégie. Si tu peux viser une spécialisation, mais si tu vises un nombre de marqueurs de points, par exemple sur les médailles, et ben là il faut être homogène plutôt. Oui, mais ça sera toujours au détriment d'autres choses. En fait. Mais tout à fait. Parce que justement, il n'y a pas qu'un chemin. Ton twist tu en as aussi. Là, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 trophées différents. Est-ce que tu peux avoir un twist à 5 trophées? Comme disait Dick Rivers. Non, ça tu peux pas. D'accord. Et donc quand tu as fini ton premier âge comme ceci, tu fais la même chose avec un deuxième âge, donc un nouveau tas de cartes, des cartes qui vont amener des nouvelles, qui vont ramener des nouvelles compétences, c'est-à-dire des chiffres plus élevés pour déplacer tes jetons, mais qui vont coûter plus cher aussi, qui ramèneront plus de sous. Plus de ressources, mais qui sont plus chères, quoi. C'est ça, ouais. Et qui ramèneront plus de sous si tu les brûles. Et donc deuxième âge qui c'est de la même façon, troisième âge, donc c'est pour ça que c'est plutôt rapide. Et à la fin, on voit qui a le plus de points. C'est vraiment très très simple, ça reprend plein de mécaniques connues. Il y a des gens qui le comparent à Seven Wonders parce que forcément on a des histoires d'âge. Oui, on retrouve le côté un peu Splendor. On retrouve beaucoup de choses. Alors nous, on trouvait avec Yann quand on y a joué, moi ce qui m'a manqué c'est un peu l'interaction avec les joueurs. C'est-à-dire que je trouvais qu'on était un petit peu dans son coin. On trouvait avec Yann, on était un peu d'accord, qu'on jouait sur son plateau, qu'il n'y avait pas vraiment d'interaction. Il y a quelques cartes à pouvoir, mais c'est vraiment j'essaye d'optimiser ce que je fais moi. Après, l'interaction, on peut la trouver dans le fait de bloquer les autres. C'est-à-dire que si on est assez vigilant au plateau des autres, on va pouvoir subtiliser par exemple les cartes de la ressource de la nourriture, parce que lui, il va en avoir besoin, et là, il va devoir cramer des cartes à la fin du tour. Là-dessus, on peut quand même trouver une interaction, mais il faut connaître le jeu un petit peu pour être à l'aise et commencer à lever le nez de son plateau, sinon tu es vachement concentré sur ta stratégie et sur les cartes qui restent, déjà. Et j'ai trouvé aussi qu'il y a beaucoup de choses qui s'achètent, que ça soit les cartes, que ça soit les médailles pour marquer des points ou des choses comme ça. Et peut-être qu'on se dit, comme les choses évoluent avec le temps, au premier âge, ça coûte peu cher, mais on a peu d'argent. Donc au deuxième âge, ça commence à être tendu. Et au troisième âge, ça devient carrément très très cher. Donc j'ai trouvé que le rapport thune... point de victoire, on est toujours en galère, quoi. Ouais, on est toujours en galère. Moi, j'ai toujours en flux tendu. Acheté moins de cartes au troisième âge que sur les 2 autres âges, en fait. Donc j'ai dû plus en cramer, alors que normalement, potentiellement, j'avais plus de ressources, quoi. Donc effectivement, il reste serré, t'es pas à l'aise. Du début à la fin. Alors, autant j'en ferai pas un jeu expert, ça veut dire que en tant qu'expert, peut-être, il va manquer une ou deux choses, que ce soit l'interaction, que ce soit des pouvoirs ou des choses comme ça. Mais autant je trouve qu'en familial, il passe très très bien. C'est à mon avis, il a tout ce qu'il faut pour devenir un classique, pour faire passer les gens très peu joueurs ou non joueurs au monde du jeu de société en disant attends, on va faire un jeu intéressant avec quand même des prises de décision, avec quand même autre chose. Donc voilà. Et donc Adara, pour ça, réussit très très bien son pari. Il est très beau, il est plutôt rapide, très accessible, et c'est là sa grande force. Merci Alexis. Quel beau duo. Alors là, on va voir si tu t'en sors aussi bien, parce que toi aussi, tu as une review de jeu à nous faire. Souvenir ce soir dans Deludes. Ah, le charme des années 20. Tu te souviens?
C'était juste la 8e saison de Deludes. On était jeunes. Ah oui, même que quand Yann présentait un jeu, ça faisait un truc du genre... Et tout de suite, un jeu présenté par Yann. Et ce soir, je vais vous présenter Papy Winchester. Alors, Papy Winchester, c'est un jeu de Blue Orange et qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, quand même. Il est assez récent, celui-là, dans les boutiques. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans pour 3 à 5 joueurs et pour des parties d'à peu près une quarantaine de minutes. Alors, dans Papy Winchester, en fait, on va devoir gérer le deuil de Papy, qui est parti hélas bien trop tôt, mais qui était un bel enfoiré, parce que pour son héritage, il nous a quand même laissé une épreuve pour savoir qui allait pouvoir hériter de toutes ces terres. Donc en fait, il a réparti sa fortune entre tous les héritiers. Et donc il va falloir avec ça racheter chaque petit territoire, chaque petit terrain dans l'ensemble de la propriété générale. Et celui qui aura fait le plus de points de victoire en achetant les meilleurs terrains se verra attribuer la récompense suprême d'être l'héritier unique de toute la fortune de Papy Winchester. Alors pour jouer, on va installer d'abord le jeu, on va installer le plateau, on va distribuer de l'argent à chaque joueur, leur distribuer des petits jetons de la couleur de chaque joueur, un petit jeton duel, et puis des objectifs, des cartes objectifs qui sont personnelles. Au bord du plateau, on va y mettre des objectifs qui seront pour tous les joueurs. Donc là, avec un tas d'argent différent sous chaque objectif. Et quand on remportera ces objectifs, on gagnera le pactole qui est en dessous. Sur le plateau, il y a aussi des cartes avec des jetons. Alors, il y a des petits jetons qui vont permettre de remplir les conditions en fait pour avoir les objectifs, les cartes objectifs, par exemple. Mais ça va aussi donner des bonus. Ça va permettre d'aller récupérer de l'argent sur le saloon, ou ça va permettre aussi de déplacer le bateau ou la locomotive. Donc, je vais revenir d'ailleurs sur ces différents éléments. Je vais d'abord vous expliquer comment on joue. À chaque tour, on va tirer un jeton qui va définir un terrain. C'est donc celui-ci qui va être en jeu. On va donc miser à tour de rôle. Et puis, celui qui se dégage, qui arrête de suivre, il sort et il reviendra pour un prochain territoire à acheter. Ceux qui restent en jeu... On appelle ça les couilles molles. On va enchaîner jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse la meilleure enchère. Et dans ces cas-là, on va distribuer l'argent. En fait, par exemple, j'achète 6 000 € un terrain. Mm-hmm. On est 3 joueurs. Je vais donner 3 000 € à chacun des joueurs. Je répartis des autres joueurs, en fait. Je divise mon argent, en fait. Elle ne va pas dans une caisse. Tout l'argent qui va payer, c'est nous qui le prenons. Quand je m'appauvris en achetant un territoire, vous vous enrichissez pour en racheter un autre derrière. Quand on est sur un calcul qui tombe pas pile poil et qui a un petit résidu, alors, c'est 5 000 $, pardon, que j'ai acheté mon terrain. Et on est 7 joueurs. On joue tous les 3. Je vais poser vous recevez tous les deux 2 000 $. Yes. Le millier de dollars qui reste, on va le mettre au saloon. Ouais, on peut faire 2 billets de 500, non? Non, il n'y en a pas. D'accord. Donc on le met au saloon. On le met au saloon. Et donc, quand on aura acheté un territoire où il y a un jeton saloon, on va pouvoir récupérer le pactole du saloon. Ah, le fameux parc gratuit. Ça me vend nettement plus du rêve là. Je sais pas pourquoi quand tu parles en dollars, parce que tout à l'heure tu parlais en euros. Ouais, je voyais déjà des actes notariés, des taxes à payer à l'État. Non. Là, tu me dis du dollar. Je vois la conquête de l'Ouest là. Je me suis peut-être un peu mélangé. Effectivement, on est dans cet esprit-là. C'est Papy Winchester. Je pense que sa fortune, il se l'est pas faite en vendant des guimauves, tu vois. Donc effectivement, whisky frelaté. Ça sent la poudre un petit peu tout ça, quoi. On a aussi un jeton duel qui, donc, quand on se retrouve plus qu'à 2 enchérisseurs au cours de la partie, on peut provoquer l'autre en duel. Et donc, on a des cartes duel, on les mélange, il y en a 2, on en tire chacun une. Il y a une carte avec un coup de feu et l'autre avec un bang loupé. Ouais. Celui qui a le coup de feu remporte le duel. Ah, c'est dégueulasse. Et donc, on va arrêter là les enchères. C'est totalement aléatoire. Ouais. C'est ça, mais on peut le faire qu'une seule fois dans sa partie. Ah oui, parce qu'après choisir le moment. Donc il faut bien choisir le moment, c'est-à-dire que c'est un moment où tu vas... C'est vraiment celui-là qui m'intéresse. On se retrouve très vite à 2, c'est que 2000 là pour le terrain, peut-être que c'est le moment de sortir son jeton duel, quoi. Voilà. Alors voilà, après ensuite, quand on va aller chercher nos petites actions locomotives ou bateaux, on va pouvoir les déplacer sur le bateau, sur le plateau, pardon. Et ça va nous donner des bonus, parce que si la locomotive est adjacente à des territoires
que l'on possède, ou même à un autre joueur, ceux qui sont adjacents, donc ont leur territoire, prennent 1 000 $ aussi en plus et viennent grossir un petit peu leur caisse pour pouvoir racheter derrière. Le chemin de fer passe par là. Oui, j'allais dire. Donc voilà, j'ai à peu près expliqué tout le fonctionnement du jeu. On va jouer comme ça jusqu'à ce que tous les territoires, tous les terrains soient vendus. Et donc à la fin, on va pouvoir compter le nombre de points que ça rapporte et puis faire le bilan. Les territoires ont tous la même valeur de points ? Les territoires ont tous la même valeur de points, mais les cartes objectifs, elles, n'ont pas forcément toutes la même valeur. C'est les cartes objectifs qui vont déterminer un petit peu là où on doit se diriger, puisque effectivement, il y a aussi des territoires avec des mines qui peuvent rapporter quelques piécettes d'or. Voilà, on gagne tout de suite 1 000 $ par exemple. Mais on retrouve en fait cette ambiance avec le côté un petit peu les plaines, les étendues, les forêts, les mines, ce fleuve qui passe avec le Mississippi, tu vois, où on a ce bateau avec sa roue à aube. L'univers, le plateau, moi je le trouve plutôt simple, coloré. Le plateau est très grand, ça veut dire qu'en plus, grand, une fois posé, on se trompe pas. Quand on montre une section, on l'a, tout peut se déplacer. On est dedans parce que ça prend de l'ampleur et que ça nous permet de vivre une aventure plutôt facilement. Donc tu le disais, on peut y jouer avec les plus jeunes très facilement, quoi. Alors les billets, on ne sait pas combien on sait combien on en a, mais les autres ne le savent pas. On les cache. Donc on les cache. On n'a pas le droit de tricher. C'est un jeu d'enchères, mais c'est aussi un petit peu un jeu de bluff. Par contre, on n'a pas le droit de faire une annonce qu'on ne pourrait pas juste pour faire monter les autres. Juste suivre, ouais, voilà. Ouais. Mais c'est pas pareil, on pourrait se dire ça peut s'adapter à n'importe quel thème. En fin de compte, ce truc d'enchères pour avoir des terrains. Mais voilà, moi ça me fait voyager, je suis sur un western, ça me plaît et là ça me tente. C'est ça, le côté bluff, enchère colle très bien avec le thème et là-dessus on peut dire que c'est une réussite aussi. Et voilà, on passe vraiment un bon moment à enchérir et à s'amuser avec ce jeu. Papy Winchester, je le conseille. Parfait, comme chez Blue Orange, le matériel est de qualité, donc on n'est pas trompé sur la marchandise, c'est très très bien. Merci Yann pour cette présentation de Papy Winchester. Et on devrait faire ça, nous, maintenant, pour les prochaines chroniques. On devrait miser. C'est pour dire, j'ai envie de présenter un jeu, combien tu mets ? Vas-y, puis après, tu nous donnes les sous à Damien et à moi, une fois qu'on a dit que c'était toi qui pouvait présenter. On va y réfléchir. Hein. Okay. Et là, c'est un work in progress. On se fait une réunion, on en cause. On n'est que 3. C'est maintenant qu'il faut sortir la carte duel, si j'ai bien compris, plutôt que quand on sera à 4 avec Talmo, 5 avec les invités. Enfin voilà, c'est maintenant que ça doit se terminer. Surtout c'est ça. Si tu dois partager, il vaut mieux partager quand on est 3 que quand on est 12. Alors là, si c'est ma rubrique, moi je mets 10 €. Alexis, si tu veux parler, tu mets combien ? Moi je vais mettre 50 € parce que j'ai encore un jeu à présenter. Ok, bon, ça m'intéresserait de gagner. Je te laisse ton jeu alors. Moi je renchéris plus. Bon, allez. Vous savez quoi ? J'ai perdu tout mon argent. Moi, je suis à poil. Je vais remettre le même jingle qu'avant. Souvenir ce soir dans Deludes. Ah, le charme des années 20. Tu te souviens ? C'était juste la 8e saison de Deludes. On était jeunes. Oh oui, et même que quand Alexis présentait un jeu, ça faisait un truc dans le genre... Et tout de suite, un jeu présenté par Alexis. Tout à fait. Et cette fois-ci, je vais vous présenter le jeu Couleurs de Paris. Couleurs de Paris, c'est un jeu de Nicolas de Oliveira, illustré par Fabrice Weisz, qui lui a déjà illustré des jeux comme Genesia, US Marshall ou Mississippi Queen, chez le même éditeur que Couleurs de Paris, à savoir chez Super Meeple. C'est un jeu qui est plutôt récent puisqu'il est sorti au mois de mars 2019 pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Et là, on est dans un jeu clairement de placement d'ouvriers, de prise de décision. Le jeu est simple, il va falloir créer des pigments de couleur pour réaliser des tableaux. J'ai des tableaux ici. Le tableau, alors ils ont une face représentant un très beau tableau et l'autre face représentant des carrés de couleurs qu'il va falloir remplir. Par exemple, pour faire ce tableau-là, il va falloir que j'ai 3 carrés rouges, un carré bleu, un jaune, un vert et 2 violets, imaginons. Une fois que je le fais, je remplis les conditions et donc je marque les points de mon tableau. Pour ce faire, j'ai devant moi un plateau joueur avec, pareil, 4 espaces, 4 cases. Une case tube de peinture, une case palette, une case pinceau.
Sur mes cases, elles sont réparties en nombre allant de 3 à 8 ou de 1 à 10, ou ça dépend des. Mais plus le nombre est élevé, plus je vais pouvoir récupérer de ressources. Si par exemple j'ai un tube de peinture d'une valeur 3, je pourrais récupérer que 3 ressources. S'il a une valeur de 8, j'en récupérerai 8 à chaque action. Et grâce à tout ça, je vais me tourner vers le plateau central. Je vais pouvoir faire toutes mes actions, puisque je vous l'ai dit, c'est un jeu de placement d'ouvriers. J'ai une roue au milieu qui détermine les actions possibles. Et donc, je vais placer mon apprenti, qui est mon petit meeple, sur telle ou telle action. Si je fais l'action récupérer de la peinture, si je fais l'action agrandir mon tube de gouache, ma palette, si je fais l'action de vouloir être premier joueur, tout ça va se déterminer à ce moment-là. Quand chaque action est définie, petit à petit, j'agrémenterai ma palette, puisque je pourrai avoir des couleurs et créer mes tableaux. Le but du jeu est simple. L'intérêt, c'est que en fait, je vais récupérer d'abord facilement les couleurs primaires, à savoir le bleu, le jaune, le rouge. Ensuite, un peu plus difficilement, il va falloir, parce qu'à chaque fois, je vais devoir défausser des cubes qui vont me servir de monnaie. Je vais devoir récupérer des couleurs, on va dire, secondaires. Si je veux aller récupérer du bleu, il va falloir que je défausse du jaune et du vert, pardon, il faut que je défausse du jaune et du bleu. Donc il faut que j'ai été en récupérer avant. Donc d'où l'intérêt en fait de la course au point. Est-ce que j'ai intérêt à essayer d'augmenter d'abord ma palette, mon tube, mon pinceau pour être méga puissant et récupérer beaucoup, ou est-ce que je vais d'abord me focaliser sur des choses qui m'intéressent pour réaliser mes peintures? C'est encore un objectif, des objectifs différents. Chacun ne va pas jouer de la même façon. En gros, on pourrait presque jouer à être ou artiste ou marchand d'art en fait. Ouais, presque dire moi je vais fabriquer de la théorie et non, moi je vais juste réaliser un tableau quoi. On pourrait s'enrichir rien qu'en étant ouais, mais c'est ça. Alors dans les cases, on va avoir des cases où on va aller, qui vont nous servir à récupérer ces fameux tableaux, parce qu'il faut d'abord aller prendre une commande. Ensuite, on a des cases qui vont faire qu'on va pouvoir les peindre. Tout ça, c'est des décisions à prendre. Alors pour les peindre, il va falloir que j'ai les cubes de couleurs, que je puisse les poser. On a bien sûr des cases qui nous permettent d'avoir des jetons un petit peu joker, parce qu'on va avoir besoin de se défausser de beaucoup de jetons au fur et à mesure. On en a certaines qui nous permettent d'avoir des jetons noirs, la couleur noire. Et donc il y a plusieurs moyens de scorer aussi. Soit on réalise l'étoile, le premier qui fait 2 peintures lance le dernier tour de jeu, ou alors il faut avoir 3 cubes noirs pour l'emporter. Donc il y a une espèce de course qui se fait. Le plateau est mobile au milieu, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois les zones vont changer. Il y a des zones où on ne peut être que seul, des zones où on peut se mettre à 2 ou à 3. Et donc peut-être que là où tout à l'heure ça m'intéressait d'aller chercher la couleur bleue, et la fois d'après, clac, ça va tourner et on aura 3 fois la possibilité d'aller la chercher. Ou pas du tout, parce que certaines zones sont grisées et sont inaccessibles. Donc il y a une espèce de prise de décision, de réflexion, d'anticipation. Et voilà. Et on sait, non, je vous le dis plutôt, qu'on a 3 apprentis au départ, donc 3 actions possibles. On en récupère 2, on en laisse un debout autour du jeu, donc c'est déjà une place qui sera prise. Chacun va laisser un apprenti autour du jeu, donc à nous d'anticiper par rapport aussi à ce qui va arriver. Et donc c'est vraiment très très fun. On a certaines actions un petit peu particulières qui permettent d'être premier joueur, qui permettent de copier des actions déjà mises en place, ou alors d'être un peu plus fourbe, de choisir si on tourne ou non le plateau, soit de 0, soit de 2 cases, ce qui peut perturber totalement les décisions des autres joueurs d'avant. Donc c'est vraiment un très très bon jeu. La thématique est ultra respectée. Alors moi c'est ça qui m'avait attiré au tout départ, c'est la thématique, on est des peintres à Paris, il va falloir créer ses pigments, récupérer des pigments de couleur, aller créer ses œuvres, et on est clairement dedans, sur un placement d'ouvriers, sur de la prise de décision. On a vraiment l'impression d'aller récupérer ces pigments de peinture, de devoir faire des choix, de dire il va me falloir du violet, je vais aller chercher ceci. Donc voilà. Après, petit à petit, au cours du jeu, on va augmenter ses palettes, augmenter un petit peu toutes ces cases. Ça va nous donner accès à d'autres ouvriers. Donc on peut arriver à un total de 6, donc 6 actions. Donc il y a aussi un effet course comme ça, parce que plus j'aurai d'ouvriers, plus je ferai d'actions par rapport à mes collègues. Et voilà, ça va nous permettre de scorer aussi. C'est vraiment très très malin,
très très fun, très joli et beaucoup plus facile que ça ne le laisse présager au départ. Puisque voilà, chaque action est prédéterminée par l'ouvrier qu'on pose et à partir de là, les actions il n'y en a pas 100 000, donc c'est très très facile. Écoute, merci beaucoup Alexis. À rajouter qu'on connaît Super Meeple pour faire beaucoup de rééditions de jeux, de classiques. C'est ce que j'allais dire. Et là, c'est leur premier jeu en tant que création où ils ont fait un jeu original. Donc voilà, ils se lancent notamment dans les rééditions et dans les jeux originaux. Et là, pour le coup, encore une fois, ils ne se sont pas trompés. Moi, je sais que je les mets toujours en avant parce que leur matériel est toujours de qualité et les jeux sont souvent bons. Et là, encore une fois, force est de reconnaître que c'est un très très bon jeu. Mais moi, je me suis fait avoir par les thèmes des fois des jeux, mais celui-là, à la base, c'est pas forcément quelque chose qui m'enverrait du rêve, mais parce qu'il n'y a pas trop de trolls ou de nains ou de choses comme ça. Mais en vrai, il me plaît, il m'attire. Il a l'air vraiment accessible, complètement. Fluide. Alors complètement, ils disent à partir de 10 ans et c'est pas mentir, tu vois. On se dit ça peut être hyper stratégique et 10 ans c'est difficile, pas du tout. 10 ans ça passe très très bien et moi c'est ce qui m'a attiré, c'est cette thématique parce que tu parlais de nains, d'orques et de trolls qu'on trouve un peu facilement, un peu partout et un peu à toutes les sauces. Et là, on te dit, on va faire un jeu où tu vas être un peintre, un concours de peinture, une exposition de peinture, et voilà, moi, on va créer des pigments qu'il va falloir. Enfin voilà, moi, je suis complètement conquis par cette thématique qui change justement, qu'on n'avait pas encore vu. Et ouais, voilà. Et c'était Jess Winchester qui nous a chanté It takes more than a hammer and nails to make a house a home. Après la musique, dernière ligne droite de l'émission dans Deludes et des plumes. Pas grave, tu fais en même temps. Toujours dans Deludes et des plumes,
on vient de faire la 3e pause musicale. On approche de la fin de l'émission, celle où normalement on se retourne vers l'invité. Ce soir, on l'a expliqué, l'invité n'est pas présent pour la même cause que certains chroniqueurs qui ne sont pas présents, hein, pour intestin boudeur. Donc on se retrouve entre nous et c'est pas plus mal parce que il y a quelques temps, on avait fait la même expérience en fait, où on avait terminé l'émission entre nous par une petite discussion en fait. À bâton rompu. Là, c'est maintenant ? Non. Ah non. Mais c'est pour dire que c'est ce qui va arriver, en fait. Mais juste après, parce que d'abord, on a le billet d'humeur de Damien. Ouais, j'aime bien un intestin boudeur. Je dis, tu as de l'intestin boudeur en infusion Oui, on disait tout à l'heure en début d'émission que croyez-le ou non, mais que le quiz de Talmot sur les jeux vidéo lors de la dernière émission a fait polémiquer Mini et tous ses amis, a fait couler beaucoup d'encre électronique et autres cristaux liquides et coloré en dièse 000000, beaucoup de pixels, oui, en noir. L'industrie du jeu vidéo, donc on le sait maintenant, génère des milliards, hein, forte d'une croissance à 2 chiffres, mettons 4 et... 4. Ah non, ça je l'ai déjà dit. Bon, pas grave. Mais comme tous les domaines à forte valeur ajoutée et à destination des plus jeunes, hein, comme l'option proxénétisme en licence TAPS ou la surveillance du trafic de drogue en zone d'éducation prioritaire, le monde du jeu vidéo souffre d'une image négative, pleine de préjugés et de sous-entendus nauséabonds que je vais tenter de déconstruire ce soir, à commencer par le premier d'entre eux, le fossé qui sépare les générations et le manque de communication qui empêche les uns et les autres de se comprendre. Alors, l'autre jour, j'étais sur le chat de Deludes. Alex, tu peux poser ta tablette, hein, on n'a pas vraiment de chat, c'est juste pour appuyer mon propos. J'étais donc sur le chat de Deludes avec Kevin, 14 ans, accro aux jeux vidéo, donc, et sa mère qui s'inquiétait pour lui et qui me disait « Oui, ses notes à l'école sont en chute libre, il passe ses nuits à jouer sur l'internet, et ça nous fait des factures France Télécom astronomiques, et comme la ligne est toujours occupée par son modem, sa petite sœur Jennifer ne peut plus participer à Hugo Délire sur FR3 et Karen Cheryl. On est pourtant des parents modernes, j'ai cherché des solutions partout sur l'ICOS, mais rien n'y fait. J'y comprends plus rien à mon Kevin. » Alors Kevin, lui, me tint à peu près ce langage, hein. Il m'a dit si les yeux ils comprennent pas qu'est-ce que c'est que je joue, c'est pas ma faute, c'est à cause qu'ils sont électronistes. Ils croient que c'est pas important dans la vie l'ordinateur, mais quand ma daronne elle lâche un com sur Insta, elle prend grave cher et moi ça me fout la rassera devant mes followers. Des fois, elle veut me faire yesh, alors si je fais pas mes devoirs, elle vient, elle dit je vais finir FDF et elle me pique ma souris pour pas que je joue. Moi je m'en fous, hein. Je lui dis même avec ma souris, je suis déjà SDF quand je joue, hein. S pour aller à gauche, D pour avancer et F pour aller à droite. Eux, ils croient que je vais me servir des flèches comme à l'école, les bolos. Alors voilà un exemple flagrant de incompréhension entre les générations, car oui, chers parents, hein, vous souffrez certainement d'électronisme, hein, cet illettrisme numérique qui, s'il peut faire rire de temps en temps et sourire, il risque de plus en plus de vous handicaper dans la vie de tous les jours, dans vos démarches administratives. Pour autant, Kevin, n'est-ce pas là le moment de faire ton autocritique, hein? Attention, autocritique, je te le dis tout de suite, c'est pas un mode qui sert à faire des headshots automatiquement, hein. Peut-être que vous pouvez trouver une passion commune, ta mère et toi, hein. Après tout, les courriels que tu envoies à longueur de journée et la drôle de peinture transparente qu'utilise ta mère pour protéger ses vases, c'est le même mot, hein, ça veut dire email. Voilà, ça s'écrit pas pareil, j'ai essayé de faire un mélange des deux prononciations. Et puis bon, Kevin, hein, dans le genre truc qui s'écrivent pareil, pour le bien de ta mère et de tous les gens qui passent par ta chambre, s'il te plaît, oublie pas que Axe, c'est pas que une classe d'armes à une main dans Elder Scrolls. Voilà. Alors quoi d'autre ? Eh bien oui, j'ai aussi Henri Simon de Locmariaquer en Moselle, qui se demande si de nos jours organiser un festival de jeux vidéo par exemple c'est bien intelligent, hein. On le sait, les gens bougent de moins en moins, ne font plus de sport, et nous qu'est-ce qu'on propose comme idée sortie ? De s'enfermer dans une salle devant un écran pendant des heures. Alors oui, Henri Simon, effectivement, un festival de jeux vidéo, hein, qui soit axé sur la VR ou sur le rétro gaming, c'est pas forcément l'activité sportive la plus sportive qu'on a à vous proposer, quoique parfois on a l'impression que certains reviennent de courir un marathon, hein, comme je le conseillais à Kevin juste avant. Le joueur de jeux vidéo, c'est vrai que parfois il va dire ouais, je vis pizza, je vis cosplay, mais jeux vidéo non, pas souvent. Mais que voulez-vous, Henri Simon, si l'être humain raisonnait normalement, intelligemment, peut-être qu'il n'organiserait pas de festival de jeux vidéo, certes, mais peut-être aussi qu'il ne
parquerait pas tous les rapatriés de Chine au bord de la Méditerranée, là où il fait 18 degrés tout l'hiver, condition idéale pour la propagation d'un virus, hein, alors que même dans le Jura et dans le Massif central, il y a plein de centres de vacances qui n'attendent que, hein, parce que quand on est une station de ski et qu'on n'a que 4 cm de neige, autant faire sanatorium tout de suite. Ah, mais il fait aussi 18 degrés là-bas. Mais ils ont vraiment que 4 cm de neige, j'ai vérifié. Mais bon, là j'entends déjà les mauvaises langues, hein. Toi Yann le premier qui va dire ouais c'est la faute au réchauffement climatique, l'industrie, tourisme de masse, les mecs bloqués sur la croisière au Japon à cause du coronavirus, hein, ils ont dépassé le top de 100 cas, là ils sont à plus de 100 cas dans le bateau, hein, c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas partir en croisière. Alors bon, sachez quand même que les croisiéristes font de gros efforts, on dirait pas comme ça mais ils font de gros efforts puisque l'Association internationale des croisiéristes a même décidé d'exclure unilatéralement tout membre d'équipage ou passager venant de Chine. Alors pourquoi de Chine ? Eh bien parce que là-bas, le coronavirus tue. Mais pourquoi dans ces cas-là ils excluraient pas les Philippins, hein, puisqu'il a fait des morts aux Philippines aussi ? Eh bien parce que les croisiéristes, ils sont pas fous. Ils savent bien que sans les Philippins, il n'y a plus personne pour torcher les chiottes de leurs poubelles flottantes. Voilà, c'est quand même le premier pays fournisseur de main-d'œuvre pas chère sur les bateaux. Bon, tout ça pour dire quoi ? Oui, Henri Simon, puisque c'est de vous dont on parlait, vous voulez faire du sport ? Eh bien, foncez, réservez un bungalow au vacanciel de Carry-le-Rouet. Hein, ils sont en train de tester un escape thème zombie, tout ça, masque de protection, quarantaine. C'est très roleplay. Et puis surtout, c'est très costaud, hein, il paraît, parce que les meilleurs ont mis 14 jours à sortir et les autres ont fini aux urgences de la Timone quand même. C'est pas facile d'arriver à pied par la Chine. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais bon, le jeu vidéo, tiens, par exemple, rend-il forcément débile ? C'est la question que se posent beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, dont Angélique, hein, de Noirmoutier dans le Rhône. Angélique dit ceci: quand je regarde mon copain, c'est Alexandre Noirmoutier, quand je regarde mon copain jouer à FIFA, j'ai l'impression de voir un zombie. Hein. Il me parle pas, il répond pas, il m'écoute pas, il veut pas sortir, il veut pas faire une expo, il veut pas faire un ciné, il veut pas faire un musée. Non, lui, il s'en fout, il sait FIFA. Eh bien, figurez-vous, Angélique, que, à mon avis, le problème ne se situe pas forcément du côté de la manette que vous pensez. Mais voyez le bon côté des choses. Hein, votre copain est un culte, rentabilisez l'espace vide. Regardez le maire de Moëlan-sur-Mer, là, dans le Finistère. Il a pris un arrêté qui oblige les propriétaires de terres incultes à les louer à des maraîchers. Faites pareil avec votre copain. Allumez discrètement Énergie 12, hein, le temps de cerveau disponible. Ça se vend de nos jours. Il y a plein de chaînes de la TNT qui en raffolent. Non mais franchement, Angélique, hein, on va le dire entre nous, ce qui est dangereux, c'est pas de jouer à des jeux vidéo, c'est l'abus comme dans tous les domaines. Alors oui, ils sont violents, ils sont sexistes, hein, nous dit Muriel de Vichy en Loire-Atlantique. Un MeToo a fait bouger les choses, a fait bouger le monde, les institutions, et eux, ils restent encore dans leur carcan de machisme à véhiculer des vieux stéréotypes de poupées Barbie à gros seins. Alors non Muriel, non, j'interviens rarement comme ça dans le courrier des auditeurs, mais là je ne peux pas vous laisser dire ça. Hein. Comment peut-on en 2020, enfin je veux dire avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens qu'on a de s'informer, comment peut-on dire en 2020 une énormité comme la société a changé ? Alors oui, peut-être que depuis la dernière saison de votre série préférée, la moitié des personnages féminins sont devenus lesbiennes, mais c'est uniquement la solution qu'ont trouvé les scénaristes d'Hollywood, qui sont encore tous des mecs, hein, je vous le rappelle, pour capter un nouveau public, hein, et non pas pour se joindre à une cause. Les institutions, elles, je vous rassure Muriel, n'ont pas changé. Vous avez vu les images, par exemple, du Parlement européen qui décroche le drapeau de la Grande-Bretagne. Hein, on voit un homme, une femme s'avancer, solennel, marcher le long des drapeaux. Comme ça, ils arrivent à la hauteur de l'Union Jack. Le mec attrape la hampe à deux mains, hein, on passe sur le symbole phallique. Il retire le drapeau et il le passe à la femme qui va le plier et l'emporter. Cette scène a été vue par à peu près le monde entier, elle a été filmée par des caméras du monde entier. Alors je peux pas croire qu'elle n'a pas été préparée au millimètre. Donc, qu'est-ce que le Parlement européen nous montre ? Eh bien que le bricolage, le démontage, c'est une affaire de bonhomme, alors que ranger, plier le linge, c'est pour bobonne. Voilà la première image que donne d'elle l'Europe de 2020, hein, au lendemain quand même de la purge de 25% de ses chefs d'État femmes. Hein, oui, bon d'accord, ils ont viré que la reine d'Angleterre, mais en Europe, on n'avait que 4 femmes à la tête d'un État, et la reine Elisabeth était la seule à la tête d'un pays connu pour autre chose que sa finale à la prestation de l'Eurovision. Donc voilà. Alors oui, le jeu vidéo donc a encore beaucoup de chemin à faire, certes, hein, on va pas dire que tout est rose là-dedans, mais pas plus que la société dans laquelle il est produit et pas plus que
le public auquel il répond. Balayons devant notre porte, demandons autre chose et vous verrez qu'on nous proposera autre chose. C'est l'avantage de ce secteur par rapport à d'autres, c'est qu'il est très réactif, il sait répondre aux attentes des gens. Alors si les jeux ne nous conviennent plus, les jeux vidéo, il ne tient qu'à nous de les faire changer. Moi pour ma part, je en terminerai par ça, je vois l'intrusion quand même du numérique dans notre vie de tous les jours comme une chance. Regardez le fric qu'investit par exemple Microsoft, Facebook, Apple comme ça dans les écoles. C'est pas mal je trouve. Dans celle de mes gosses, c'est Epson encore eux qui financent toutes les boîtes de feutre des gamins. Résultat, ils dessinent vachement mieux qu'avant. Je trouve que les sons sont plus beaux. On n'a plus honte de les accrocher sur les murs de la maison. Le seul problème, c'est que quand le feutre bleu est vide, ils ont pris l'habitude aussi de jeter le rouge, le jaune et le noir parce que soi-disant ils étaient plus compatibles. Mais bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu vidéo, c'est aux jeux vidéo de se mettre au service de nos loisirs et pas nous de devenir esclaves de... Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé parce que j'ai une notification qui est apparue sur mon écran. Ah, c'est mes vies à Candy Crush qui se sont rechargées. Donc ça fait un moment que je suis sur le niveau 1324. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là parce que j'avais une super technique tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup, Damien. On va bien laisser finir. Voilà, c'est ça. On va finir entre nous pendant que tu vas aller défoncer du bonbon. Fais attention quand même, ça donne des caries. Ouais. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Merci aux auditeurs de nous envoyer ces magnifiques questions. Ces magnifiques questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-les nous ou pensez-y très fort. Damien se fera un plaisir de toute façon de tout changer, de tout chambouler. Absolument. Pour poser les questions qu'il souhaite. Alors, en parlant de gens qui font les choses qu'ils souhaitent, on a eu la chance ce week-end d'aller à un super festival parce que on a une équipe de bénévoles au top, l'équipe de la Toile Ludique, qui a réussi à faire ce qu'ils avaient envie, à savoir la 3e édition du festival Rennes en Jeu. Et franchement, quand on voit l'évolution en 3 ans, c'est carrément fantasmagorique. C'est un festival qui a l'ambition de donner des lettres de noblesse aujourd'hui aux jeux de société. Ouais. Et ils ont réussi, je pense, leur pari et en tout cas leur mission. Alors, c'est aussi peut-être parce qu'ils n'hésitent pas à voir les choses en grand, c'est-à-dire que ils ont fait 2 ans au niveau des halles, ils ont pris en compte les réflexions, les gens qui disaient mais c'est trop petit, c'est trop froid, il nous faut un autre endroit. Donc là, ils ont cherché. On sait que c'est pas toujours évident d'un point de vue d'aide rencontrée au niveau des communes, par exemple. De salles disponibles, de lieux qui puissent accueillir le public. C'est pas facile. Mais ils en ont trouvé un bon. Mais là, ils en ont trouvé un très très bon. Pas donné, mais ils se sont dit tant pis, on prend le risque, même si c'est cher et même si ça risque de nous mettre dans l'embarras. On y va. Et ils étaient ambitieux, mais ils avaient bien calculé leur coût. Je pense qu'ils étaient quand même plutôt sur 2 par rapport à l'affluence qu'ils avaient eu les autres années. Et là, du coup, ils espéraient aller un petit peu plus loin. Tout à fait. Et ils ont réussi leur pari. Ah oui, alors tout à fait. Ils sont allés au Couvent des Jacobins. C'est ça. Qui est quand même une salle assez emblématique à Rennes, très très belle, très très chère. Mais effectivement, en 2 ans, on va dire, la première année, ils avaient fait 3000 visiteurs, ce qui était pas mal. La deuxième, ils sont montés à 5000. Et là, ils ont fait un week-end complet, soit 2 jours. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais on a entendu plus de 7000. Oui, je pense qu'ils visaient les 8000 visiteurs. Et à mon avis, ils ont été atteints, dépassés peut-être même, ou alors frôlés au pire des cas. Et il ne faut pas se dire, Rennes est une grande ville, donc il y aura forcément du monde. C'est comme on peut dire, un film à grand succès, même s'il est pourri, il y a forcément des gens qui vont... Non, ça va pas forcément de pair. On peut pas dire qu'ils vont forcément avoir des milliers de personnes s'ils ne proposent rien de... C'est pas acquis d'avance, quoi. Non, c'est ça, oui. Non, mais aujourd'hui, quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sensibles à ce loisir et ça fait bouger quand même les familles, ça fait bouger les gens. D'ailleurs, le dimanche, il y a eu un moment qui était difficile pour le public parce qu'il n'y avait plus de place libre. Tout à fait. Il n'y avait plus aucune table libre alors qu'ils avaient au moins doublé la capacité du festival. Non, c'est parce que l'équipe municipale faisait sa réunion de campagne, ils avaient piqué toutes les chaises dans la salle à côté. Ouais, il y avait 180 tables avec 6 places par table et effectivement on avait quand même des gens bloqués encore parce que ça c'est emblématique du festival Rennes en Jeu, d'avoir une queue qui se poursuit à l'extérieur avec des gens qui attendent puisqu'on ne peut pas faire rentrer tout le monde et d'avoir des gens qui jouent par terre ou qui
qui prennent d'assaut toutes les tables. Et là même, comme tu disais, en doublant, voire triplant le nombre de tables, on avait quand même des gens qui venaient nous voir en disant « Oh là là, mais on ne trouve pas de table, tout est pris d'assaut, il n'y a pas de place libre. » Ce qui veut dire que c'est quand même un beau succès à mon sens. On leur donnait des conseils tactiques du coup. Genre, tu vires la chaise quand il n'est pas là. Ouais. T'as joué à quoi? J'ai joué à rentrer sur le festival. C'était bien, je me suis éclaté. Au début, j'avais dit... Non, on a fait un Inkscape game. Donc le lieu était emblématique. Le Jacobin, c'est quand même très culturel. C'est un haut lieu d'exposition culturelle. Et je pense que d'avoir réussi à introduire le jeu de société dans ces murs, ça va vraiment dans le sens de valoriser et de donner un sens culturel à ce qu'est un jeu de société en fait. Tout à fait. Alors en plus, il y a eu une action qui était mise en place. Il y a une personne qui a créé un jeu d'énigmes en fait, qui était à part où les familles pouvaient participer et qui reprenait tout l'historique sur l'histoire du couvent des Jacobins. Donc ça apporte le côté culturel du lieu. C'était vraiment très très intéressant. Les éditeurs ont répondu présent. Il y avait des éditeurs, il y avait des auteurs, donc du prototype, du jeu abouti, du jeu à venir. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, du familial, de l'enfant jusqu'au plus âgé. On apprécie aussi la transparence de leur projet financier, parce que derrière, ils expliquent bien à tout le public et à tout le monde par le biais d'affiches. Donc il y a un petit camembert qui explique comment le budget est réparti, ce qu'il leur reste, ce qu'ils ont comme subvention, ce qu'il leur reste à gagner au cours de ces 2 jours pour pouvoir trouver l'équilibre. Et je trouve que c'est pas prendre les visiteurs pour des imbéciles, c'est de leur dire nous on fait ça, on en est là et pour aller au bout et pouvoir continuer, on a besoin de vous. Après, faites comme vous pouvez parce que l'entrée est gratuite. C'est ça. Mais il y avait des urnes aux dons. C'est d'autant plus honnête, c'est ce que j'allais dire, que ils forcent personne, ils disent voilà notre ambition, voilà nos besoins. Mais après, c'était de l'entrée libre, de l'appel aux dons et chacun pouvait faire ce qu'il voulait à hauteur de ce qu'il pouvait. Ce qui permet aux gens qui ont une famille nombreuse et pas beaucoup de moyens d'avoir une belle journée d'animation et d'en profiter pour presque rien ou rien du tout, même si on décide de rien mettre. Et puis ceux qui se sentent généreux ce jour-là, ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Et généralement, ce système marche mieux que si on faisait payer 1 ou 2 euros l'entrée à chaque visiteur. On s'y retrouve, en tant qu'organisateur, il s'y retrouve plus. C'est ce qui ressort. Et puis c'est un système économique, enfin si on peut appeler ça un système économique en tout cas, qui est déjà utilisé par Tex, qui ont mis ça en place. Pareil, ils ont cette transparence-là, ils font appel aux dons et à la générosité des visiteurs. Et je trouve que c'est un beau concept. C'est bien que tu parles de Tex, Yann, parce que justement, le week-end prochain... Mais oui, il y a Ramène tes jeux qui va arriver là... Et qui est un super festival gratuit aussi dans lequel on peut aller, qui est très familial puisque là en plus on ramène chacun peut ramener les jeux qu'il a l'habitude de faire à la maison avec sa bande de potes, faire découvrir aux copains. C'est pas une publicité mensongère, le nom du festival. Non, c'est ça. Et là, c'est pas ramène des jeux, c'est pas un festival où il y a que des boutiques. Tu vas voir, tu vas raquer et tu vas ramener des jeux. Non, là c'est ramène tes jeux. Et ce qui est chouette, moi je me souviens que quand j'y suis allé, c'est qu'il y a des gens qui sont passionnés par leur jeu. Souvent ils essayent d'amener des pépites, des choses qu'on connaît pas trop répandues. Et puis c'est l'occasion de se faire guider par des particuliers, des gens qui ne sont pas forcément des animateurs professionnels et qui expliquent leur jeu et avec qui on va partager une partie. Et il y a une vraie passion qui s'échange, il y a quelque chose. C'est un vrai moment d'échange. Il a une identité bien à lui, ce petit festival. Je trouve qu'il dégage une atmosphère quand même bien à lui. Alors, tu le disais, c'est pas un festival encore établi, il manque de bras pour ce genre de manifestation. Il faut des gens, il faut des bénévoles. Et pour celui de Tex, Ramène tes jeux, ils cherchent toujours continuellement parce que ça permet à l'équipe de pouvoir souffler un petit peu quand il y a du monde qui prend le relais. Pour l'instant, ils tournent, mais c'est au détriment de beaucoup de temps passé. Et c'est là la différence. Pour revenir sur Rennes en jeu, on voit que l'équipe de bénévoles était vraiment très très impliquée. Ils sont beaucoup plus nombreux, ça tourne beaucoup mieux, tout le monde, que ça soit la partie, on va dire, buvette, que ça soit la partie catering pour la restauration, tout ça. Tout le monde a sa place, tout le monde met la main au crochet, allant même jusqu'à accueillir du monde, puisque nous, on ne pouvait pas faire l'aller-retour sur les 2 jours. Eh bien, il y a des bénévoles qui nous ont accueillis chez eux. Merci Gilles, merci Teresa. Ils nous ont ouvert leur maison, on les remercie. Et donc, c'est vraiment... on sent qu'il y a un vrai
gros investissement. La Toile Rennaise qui organise Rennes en jeu. La Toile Ludique, pardon, qui organise Rennes en jeu. Est-ce que c'est une association ou c'est un ensemble de... Non, c'est une association. Une association, mais je crois avec des gens qu'on avait reçus dans l'émission qui viennent déjà de projets culturels ludiques différents. Il y a beaucoup de... Il y a des associations ludiques qui se sont rassemblées. Il y a des boutiques qui font partie aussi du jeu des partenaires. On va trouver des vrais professionnels du monde du jeu en fait au sein de cette association. Voilà, je trouve on retrouve ce que dont nous parlait Roberto Fraga quand il présentait ce qu'ils avaient organisé à Saint-Malo et que les corsaires malouins regroupent tout un tas d'animations culturelles sur Saint-Malo. Même si c'est une seule association, la Toile Ludique, on peut retrouver ce même principe, c'est-à-dire tous les corps de métier. Plusieurs ramifications qui, pour l'occasion, se fédèrent pour donner lieu au festival. Parlant de Roberto Fraga, il y était donc pendant ce festival et il avait encore quelques pépites dans son sac et sur la table. Et j'ai joué à un petit jeu de manipulation où il faut tordre des fils de fer et les placer pour pas toucher ceux des adversaires et pas retomber dessus et être le plus haut mais sans dépasser une limite. C'était excellent, c'était un super jeu. J'ai hâte de le... Enfin, il sera peut-être pas par là, mais pour l'instant tout de suite d'ailleurs, parce que je crois qu'il a signé en Corée. Mais vraiment, c'était top. Belle expérience. Mais c'est l'occasion, on le disait à chaque fois qu'on parle de festival, de rencontrer des auteurs, de tester des jeux pas forcément aboutis ou non, mais au moins d'avoir cette chance de participer, de se sentir un petit peu participant à l'évolution, en pouvant donner son avis ou en découvrant des petites pépites et ça nous met un petit peu l'eau à la bouche en disant celui-là on sait qu'il est fini, qu'il va arriver et j'attends. Mais un auteur, tout ce qu'il aime, c'est faire partager son jeu, avoir des retours, pouvoir le faire évoluer jusqu'à ce qu'il en soit vraiment content ou jusqu'à ce qu'il y ait un éditeur qui le signe. Donc il est plutôt toujours enclin et motivé. Il crache pas sur en vivre. Oui, non, il crache pas sur en vivre, mais pour en arriver là, par contre, le parcours est long. Hein. Et rares sont les élus. C'est le rôle. Enfin, d'ailleurs, c'est la signification d'élu. Sauf cette année, puisque année électorale, il paraît qu'il y en a eu pas mal pendant le festival de Rennes en jeu. Année électorale oblige. Quoi donc, il y a des élus Des élus. Oui. Il y a eu du passage effectivement, et ce qui est pas plus mal. Si ça sert une bonne cause, voilà. Tant mieux. Si ça peut commencer à intéresser des gens qui peuvent prendre des décisions et puis participer et aider les initiatives, c'est chouette parce que ça reste encore Enfin, ils nous ont dit que c'était pas facile encore à porter. Aujourd'hui, ils commencent à peine à faire leurs preuves, mais il n'y a rien d'acquis non plus pour Rennes en jeu ou pour toute autre association qui veut créer un festival avec l'aide de l'appui local et des élus. Alors, comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, on a la chance, on leur a proposé, et l'année prochaine, ils vont venir dans l'émission pour venir nous parler de la 4e édition et de l'évolution justement qu'ils ont eue, puisqu'on les avait reçus pour la première. Maintenant qu'ils font plus grand, plus vite et meilleur, on va voir comment, si ça a eu des conséquences, si au niveau peut-être subvention, mais tout ça, il va falloir attendre un petit peu. Nous, on a pris le plaisir là où on pouvait. On espère que vous, ce soir, vous en avez eu aussi. Malheureusement, l'émission touche à sa fin et il va falloir se quitter. Vous pouvez nous retrouver soit en rediffusion à la radio, soit sur SoundCloud, soit sur Des Ludes et des Plumes, DLDP56 sur Facebook. Ça. On a oublié de vous le dire pendant l'émission, mais vous pouvez interagir avec nous pendant les enregistrements de notre émission, car elle est enregistrée 15 jours généralement avant la diffusion. Et là, vous pouvez participer en nous envoyant des commentaires, des questions ou même des insultes, si vous voulez. Vous pouvez aussi interagir si vous regardez l'émission plus tard. C'est pas grave, on n'y répondra pas en direct parce que c'est passé. Mais on y répondra quand même. Ouais, on y répondra quand même. Voilà, on aura forcément un petit ploup sur un téléphone et l'un de nous répondra. Même si l'émission de ce soir a dû changer un petit peu, sortir des sentiers battus pour cause de, on l'a dit, d'intestin rebelle, on espère que malgré tout, tout s'est bien passé. Nous, en tout cas, on adore passer ce temps avec vous. On vous fait des gros bisous. C'était pas un film des années 80, ça, Intestin rebelle, non? C'était pas ça. Non, c'était une série. En tout cas, ce soir, on l'a pas dit, mais il y a eu quelques titres qui ont été balancés, comme ça. On rejouera à ça une prochaine émission. Mais là, pour l'instant, c'est le moment de se quitter, je crois. Tout à fait. Oui. On se donne rendez-vous à la prochaine émission. À très très vite. On vous embrasse. Allez, ciao, à bientôt. Et j'allais dire, on va se quitter avec Renanlus qui va nous chanter le Clan des Miro. Tout ça parce qu'on reçoit le Clan Normand dans la prochaine émission. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster